Sylvain Calzolari, je pense que vous connaissez tous, donc, il est professeur à l'Université de Genève, travaille principalement sur les périodes médiévales, qui est philologue, mais qui enseigne aussi l'histoire de l'harmonie d'une façon générale, donc elle travaille aussi sur des choses beaucoup plus contemporaines. Nous avons le plaisir de co-diriger ensemble un numéro que vous pouvez trouver online de la revue Connex, qui est une revue édité par à la fois l'Université de Genève et l'Université libre de Bruxelles. Donc Connex, c'est les mondes post-communistes, enfin le monde de société post-communiste. Et nous avons dirigé un numéro sur la littérature d'Arménie soviétique. Vous pouvez le trouver online, il est téléchargeable gratuitement. Mais dans d'autres occasions, alors on ne va pas faire forcément des voir ensemble, mais de se voir, de contribuer à des manifestations. Donc Valentina, alors tu as été encore à la IEA, tu es encore là? Oui, encore. Voilà, d'accord, moi, donc il y a les présidents à vie de ces sociétés savantes, en fait, c'est parce que personne ne veut faire le boulot technique, c'est des titres ronflants, mais pour coordonner les activités, et donc Valentina occupe aussi de l'AEA de façon très, très, très efficace, et donc c'est un beau pilier, et puis elle est aussi à la SEA, et elle a accepté donc aujourd'hui de venir présenter son dernier ouvrage, Les arts libéraux et les sciences dans l'Arménie ancienne et médiévale. C'est l'un de ses récents ouvrages, mais on avait d'autres, et l'autre était plus philologique, donc nous avons plutôt préféré présenter celui-ci. Donc c'est la dernière séance du séminaire mensuel de cette année. La journée d'études arméniennes va avoir lieu le 24-25 juin. En fait, ça va être une journée double parce que nous l'avons associé à une journée sur le Haut-Karabakh que je suis en train d'organiser. Donc, le thème va être les enjeux et les répercussions sur tout le conflit, du local au global, enfin, les enjeux sur les sociétés arméniennes et azerbaïdjanaises, sur les dimensions régionales aussi, internationales. Donc, le programme est en train d'être finalisé en fonction des maigres moyens dont je dispose. Et donc, c'est avec le CERSEC, donc mon équipe, la SEA que nous organisons cela. Donc, ça terminera l'année 24-25 juin. Et ça aura lieu ici au Lanzo, parce que le HESS c'est compliqué, il va y avoir encore des travaux de travaillement, et de toute manière, on va peut-être encore avoir des dégâts, puisqu'en ce moment, le HESS est en période de plus ou moins occupation. Donc, des étudiants qui protestent énergiquement parce qu'on les a virés alors qu'ils voulaient encore s'installer toute la nuit dans le deuxième nuit, et que déjà la première nuit il y avait déjà eu des dégâts. Donc là le président a fait intervenir, ils ont évacué de force, il y a des cris d'orfraie qui sont poussés. Mais bon, moi personnellement, je peux considéré comme une affreuse réac, mais je veux dire, les anciens dégâts ont été catastrophiques. Entre 500 000 €, 1 million pour un bâtiment tout neuf, les 7 étages, les cages d'escalier, les faux plafonds arrachés, les machines à café désossées. Enfin, moi, on m'a piqué un ordinateur, mais pas que moi, ils ont tout saccagé, les locaux des étudiants, ils ont piqué plein de choses. Donc là, on a pris les devants, parce que ça avait commencé comme ça aussi par une AG d'étudiants que la présidence, qui est assez libérale, avait accueilli. Entre les deux tours des élections, parce que le résultat des élections ne leur plaisait pas, et là c'est bien sûr le conflit israélo-palestinien qui est en cause. Il y a des cours comme... Non, enfin il y a eu, mais là l'école est fermée, là c'est compliqué. Enfin bon, ça c'était en aparté, mais donc là on est très content d'être ici dans des lieux calmes, et donc c'est là aussi où aura lieu, donc auront lieu ces 2 journées, j'espère que vous viendrez nombreux. Et maintenant, Valentina, je te donne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Claire. C'est l'honneur de venir. C'est un honneur d'être ici, donc c'est vraiment très content. On est à la fin du semestre, donc c'est bien, salle pleine. Territoire, comme ça, on est en même condition que vous. Donc vraiment, merci beaucoup d'être là, de m'accueillir. L'autre livre, je n'ai pas même porté, si ça vous intéresse. En fait, il y en a 2 qui ont paru presque à la même époque, mais l'autre en anglais, puis c'est les textes apocryphes. Mais celui-ci est important, parce que c'est un livre qui est apparu à Paris, dans une maison d'édition qui ne s'occupe pas d'études arméniennes, mais donc qui a ouvert les portes à un sujet justement qui concerne la discipline des études arméniennes. Alors, les arts libéraux et l'essence de l'Arménie ancienne et médiévale. Et là, peut-être je peux vous dire en quelques mots quel est le but principal du livre. Vous pouvez le retrouver dans l'avant-propos.
a déjà donné la première présentation d'ensemble sur l'essor des arts libéraux, et rassurez-vous, je vais vous dire qu'est-ce qu'on entend par arts libéraux. Et donc c'est vraiment la première présentation d'ensemble sur l'essor des arts libéraux et des sciences, en particulier la médecine, en Arménie. Et donc, on avait l'ambition, donc c'est un volume dirigé, j'ai d'autres collègues qui ont collaboré avec moi, on voulait combler une lacune dans le domaine des études arméniennes. Mais l'ambition allait au-delà des études arméniennes. Donc en fait, je souhaitais vraiment qu'on montre les liens, les moments privilégiés de la rencontre entre deux espaces géographiques et culturels distincts, mais pas trop éloignés. Et donc, j'ai parlé bien du monde grec et du monde arménien dans l'Antiquité, et puis encore ensuite jusqu'au Moyen-Âge. Et donc, au fond, ça on l'a mis de la 4e de couverture ou dans l'avant-propos, mais quand je ne me souviens plus, mais on y croit, c'est-à-dire on pense avoir enrichi d'un chapitre nouveau l'histoire de la réception de la pensée grecque dans l'Antiquité tardive et au Moyen-Âge. Alors je vois les spécialistes des Grecs qui signent oui, alors voilà, donc c'était pas si audacieux et ça. Et bien sûr, ouvrir de nouvelles pistes de recherche. C'est loin d'être un recueil qui n'a pas de prétention d'exhaustivité. Plus on avance dans une recherche et plus on voit ce qu'on devrait faire. On voit aussi les spécialistes qui manquent pour certains domaines. Alors pour le dire tout de suite, donc, les arts libéraux et les sciences, j'aurais vraiment souhaité avoir un spécialiste des sciences vraiment comme la métallurgie, la chimie, parce qu'on sait qu'au Moyen-Âge, il y a eu une collaboration entre Syriaques et Arméniens dans le royaume de Cilicie, et il y avait toute une transmission d'un savoir vraiment technique, et ça aussi, ça fait partie des sciences. Mais je ne saurais pas à qui demander un chapitre sur cette thématique. Donc, piste de recherche à poursuivre. Alors, les spécialistes, bien sûr, qui ont travaillé avec moi, Federico Alpi, donc on est tous des auteurs de chapitres, un ou deux. Federico Alpi qui vient d'Italie, Sergio Laporta, on est en Californie, Jean-Pierre Maillet, pas besoin de vous présenter, ici à Paris, Gohar Mouradian et Stella Vartanian, les deux viennent travaillent au Matenadaran, donc à Yerevan. Alessandro Ringo, c'est un collègue de l'université de Pisa, et Robert Thompson, malheureusement, récemment décédé, et il était ces dernières années à l'université d'Oxford, après toute une carrière passée à Harvard. Alors, qu'est-ce qu'on leur voit? J'ai mis du jaune, toujours quand on a trop de mots, trop de lignes dans un PowerPoint, on va le résumer. C'est-à-dire que vraiment, ils ont posé les jalons pour comprendre les modalités qui ont permis aux Arméniens de s'approprier à un certain moment, donc d'assimiler un savoir qui venait d'ailleurs, c'est-à-dire qui venait du monde grec, mais assimiler, ça veut dire toujours en faire quelque chose de personnel. Et ce qui m'intéresse en particulier, c'est de voir justement la question de la réception des sciences qui vient du monde grec, que les Arméniens ont intégré à leur savoir. Est-ce qu'ils ont considéré cela comme quelque chose qui reste grec, ou comme quelque chose qui, tout en provenant justement, tout en ayant des origines grecques, serait devenu partie intégrante de l'identité culturelle arménienne. Et en poursuivant avec cette question, cette interrogation, j'ai découvert des choses intéressantes, mais je vous les dirai à la fin. Il faudra patienter jusque-là. On s'est intéressé aussi, ça allait de soi, donc plus particulièrement au centre d'instruction, parce que ces arts libéraux, pour l'instant je ne vous ai pas encore dit un peu mais en fait, il s'agit bien des disciplines d'études. Et donc évidemment, à un certain moment, la question qu'il faut se poser, est-ce que ces disciplines ont été enseignées à l'intérieur des programmes scolaires arméniens? Et là, on a surtout des renseignements à propos du Moyen-Âge. Passons. Oui. Cette diapositive. Alors, de nouveau, je montre la couverture, mais je veux souligner justement le fait que ce volume a été accepté dans une collection auprès des éditions Train, donc collection Texte et Traduction, dirigée par Marie-Odile Boulet-Cazé, qui est décédée il y a une année, Richard Boulet, Philippe Hoffman, donc des spécialistes d'histoire de la philosophie ancienne. Alors, j'ai transcrit, mais on ne va pas le lire, mais enfin, la présentation de cette collection, vous pouvez voir qu'il parle, à un certain moment, il mentionne les textes grecs, arabes et latins,
il n'y a pas le mot arménien. Il n'y a pas non plus le mot syriaque, mais le monde syriaque a été bien étudié, donc il y a des volumes, plusieurs volumes qui ont été intégrés à cette collection. Mais il manquait encore un volume arménien. Et mon intérêt était justement de faire connaître, donc en dehors des études arméniennes, qu'il y a eu justement des contacts culturels fort intéressants entre le monde grec et le monde arménien. Alors, quelques questions pour commencer. Donc, je vais parler d'une façon pour l'instant assez vague, générale, de mondes, aires culturels, géographiques aussi, mais culturels, parce que le monde grec, il ne faut pas le penser seulement en Grèce, à Athènes, qui s'est développé bien ailleurs, dans l'Antiquité tardive. Donc, la question, quand est-ce que ces deux mondes se sont rencontrés? Il faut imaginer, donc, les rencontres. Quand, comment, les circonstances qui ont rendu possible, justement, cette rencontre culturelle. Est-ce que cette rencontre a été durable? Donc c'est clair, à un certain moment, les Arméniens ont eu sous les yeux toute une série de textes grecs qui étaient utilisés dans les écoles grecques. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ces textes grecs? Ils les ont traduits, et puis quel est le sort de ces traductions? Donc est-ce que cette rencontre a été durable? Et qu'est-ce qu'il nous apprend à propos de la circulation des idées, en particulier dans l'Antiquité tardive et puis encore au Moyen-Âge? Donc c'est intéressant de savoir qu'il y a certains textes grecs qui ont été traduits en arménien et qui ont toute une vitalité, une réception à l'intérieur du monde arménien, mais justement, qu'est-ce que cette histoire nous dit à propos de la circulation des livres et des idées dans l'Antiquité tardive? Et puis, ça je l'ai déjà anticipé, quelle a été donc la perception de ce patrimoine grec en Arménie. Et là, alors je passe vite à cette diapositive sur laquelle je vais passer en fait rapidement, parce que je veux quand même vous présenter donc ce livre. Alors, il y a tout un avant-propos qui explique donc les enjeux du volume, que je suis en train de vous résumer, mais vous les comprendrez à mes suivants. Le premier chapitre, donc je voulais montrer que les contacts entre les Grecs et les Arméniens, justement, sont de longue date. Alors là, nous devons nous adresser à quelles sources? Des sources archéologiques, épigraphiques. Donc on sait, grâce à l'épigraphie, l'archéologie, que les premiers contacts remontent même au IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc voilà, c'est vraiment une familiarité qui commence à une époque très ancienne. On le sait, dans le 1er siècle avant Jésus-Christ, Tigran le Grand, qui ne connaît pas ce grand roi qui est toujours mentionné encore aujourd'hui dans les contextes géopolitiques, donc Tigran le Grand, mais on sait que c'était un roi particulièrement philo-hellène, donc il y avait un théâtre où on représentait des tragédies grecques, donc de l'Antiquité grecque classique, donc tragédie d'Euripide. Et puis on sait que le grec était utilisé pour les besoins de l'administration, il était utilisé pour les besoins de l'Église, et chaque fois que je fais mes cours aux étudiants, je dis les étudiants, non pas les étudiants, les Arméniens ont eu leur alphabet seulement au début du 5e siècle, il ne faut pas penser qu'ils étaient des illettrés, bien entendu, ils connaissaient d'autres formes d'écriture, d'autres littératures aussi, et d'autres langues, et ils avaient, entre autres, une littérature orale très, très riche. Mais bon, restons donc au grec comme langue de culture et d'instruction, c'est-à-dire que les Arméniens, à un certain moment, ont justement étudié les textes qui étaient étudiés à l'intérieur des écoles grecques, et ils ont décidé de les traduire en arménien. Fort probablement parce qu'ils voulaient mettre à disposition des Arméniens aussi des manuels d'études. Mais on va y arriver, Donc voilà, là j'ai présenté, disons, vraiment un aperçu assez général sur l'histoire, pour ainsi dire, des contacts entre les Arméniens et le monde grec, la langue grecque, la culture grecque. Mais, disons, ce qui m'intéresse de souligner aujourd'hui, c'est vraiment la présence d'étudiants arméniens dans les écoles grecques. Et c'est là avant la création de l'alphabet arménien d'Armashtot. Encore une fois, ils étaient loin d'être des illettrés. Au contraire, surtout ceux qui appartenaient aux élites, ils voulaient avoir une possibilité de recevoir une éducation. On sait qu'au IVe siècle, donc avant l'invention de l'alphabet, il y avait des écoles en Arménie, des écoles religieuses. Ça, c'est donc après la christianisation de l'Arménie. Mais au IVe siècle, évidemment, il n'y avait pas encore la possibilité d'étudier d'autres disciplines, comme la philosophie, par exemple. Voilà. Et donc, on voit le premier mouvement, Erasmus, ça j'aime bien le dire, même en Suisse, où le programme Erasmus ne marche plus, mais quand même, donc, une mobilité d'étudiants
dans certaines écoles, vraiment les hautes écoles grecques de l'Antiquité tardive. Alors, nous savons qu'au IVe siècle, il y avait des Arméniens dans l'école de rhétorique dirigée par un certain Libanos qui aimait beaucoup écrire des lettres, très bien, parce que dans ces lettres, il nous a laissé des témoignages. Donc, des étudiants arméniens qui apprenaient la rhétorique à Antioche. C'était une ville de Syrie, mais c'était une ville où il y avait des écoles grecques. C'est pour ça que je disais le monde grec, il faut le voir au-delà des frontières auxquelles on pourrait penser aujourd'hui. Et puis une autre école très importante était l'école de rhétorique d'Athènes, où on étudiait des personnalités du monde chrétien du IVe siècle, comme Grégoire de Nazianze, Basile de Césarée, et où on a étudié aussi un certain Proérésios. Si je dis un certain, c'était un personnage peu connu. Non, très connu, parce qu'on a une biographie qui a été écrite par un de ses élèves, Eunape, qui est un des historiens grecs de l'Antiquité tardive. Il a écrit des vies des sophistes et il y a tout un livre, une partie consacrée à ce Proérésios. Alors, Proérésios, c'était un étudiant arménien, tout d'abord, un étudiant. Il venait d'Arménie, grande Arménie. On a la possibilité vraiment de comprendre qu'il ne venait pas de l'Arménie proche, donc des frontières de Byzance, il venait, voilà, de la grande Arménie. Et il était devenu étudiant de rhétorique à l'école d'Athènes. Et il s'était tellement distingué qu'il est devenu même professeur. Et donc voilà, il a eu toute une série d'élèves reconnaissants comme Grégoire de Nazianze qui ont parlé en fait de tout ce qu'il pouvait réussir à communiquer, ce Proérésios. Donc vraiment une des grandes personnalités du monde intellectuel du IVe siècle avec des origines arméniennes. Donc que nous savons qu'il y a eu une présence d'étudiants arméniens à l'intérieur des écoles grecques au IVe siècle. Alors là, elle est très riche cette diapositive, mais elle montre beaucoup de choses. Bon, elle montre une géographie, la carte elle n'a rien à voir avec ce dont je vous parle, mais du point de vue chronologique, oui. Alors, je vous montre Athènes, Antioche. Je n'ai pas encore parlé d'Alexandrie, mais je vais le faire bientôt. Regardez donc l'Arménie. Alors, il faut vraiment imaginer. Donc, ces étudiants arméniens qui faisaient des voyages, qui n'étaient pas... Voilà, c'était des longs voyages avec un but précis, donc c'est clair que c'était les fistons des familles fortunées, ceux qui avaient les moyens de faire ça. Mais j'aime bien citer, quand j'ai l'occasion de parler de ça, un concept qui a été exprimé par Peter Brown, qui est un des grands spécialistes de l'Antiquité tardive, et il a utilisé une expression. Il n'a pas été, disons, celui qui a forgé cette expression, il l'a prise d'un autre spécialiste de latin, mais bref. Il a pris l'expression archipel des cités. Archipel des cités. Et il nous parle justement, il souligne le fait qu'il y avait des étudiants, donc des jeunes, qui venaient des provinces orientales et qui faisaient ce qu'il appelle un Highland hopping, c'est-à-dire ils passaient d'une école à l'autre, voilà, mobilité Erasmus, on pourrait dire, vraiment dans le but de parfaire leur instruction. Et il mentionne aussi l'Arménie. Bien entendu, il connaissait les sources que je viens de citer et d'autres encore. Et si j'aime montrer cette carte et rappeler qu'il y a quand même des personnalités qui se sont intéressées à l'Antiquité tardive en général, au monde latin, qui n'ont pas oublié l'Arménie, j'aime aussi justement souligner que vraiment un des aspects de mes recherches est celui vraiment de considérer l'histoire des Arméniens, dans les différentes époques, mais surtout cette époque, dans une perspective globale. Il y a eu toute cette mobilité d'étudiants. Il faut comprendre dans quel contexte elle se situe. Il faut voir dans les Arméniens l'apport qu'ils ont donné, la manière dont ils ont reçu ce savoir grec, qu'est-ce qu'ils en ont fait, de quelle manière ils ont contribué à lui donner une autre forme de vie. Et bien justement, il faut les voir dans un contexte plus global. Il faut sortir des fois du monde arménien aussi pour comprendre certaines choses du monde arménien. Et c'est voilà, donc vraiment quelque chose qui m'est particulièrement à cœur. Et c'est comme ça que j'approche mes recherches. Alors les étudiants dans les écoles grecques, on en a aussi plus tard. Donc il y a l'exemple d'Anania Shirakatsi qui voulait aller à Constantinople, mais il rencontre d'autres Arméniens qui étaient déjà en train de rentrer dans leurs études et qui lui disent mais non, il ne faut surtout pas aller à Constantinople, il faut aller à Trébizonde. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans la capitale? C'est à Trébizonde qu'il y a le maître, un certain
Tushikos, qui d'ailleurs avait, disons, il connaissait bien l'Arménie. Là, c'était grâce à une fonction militaire qu'il avait eue à une certaine époque, mais il connaissait l'arménien. Et Anania Shirakatsi, en fait, il va très Trébizonde, il trouve tous les livres qu'il espérait trouver, tous ceux qui manquaient encore en Arménie, les livres de mathématiques, par exemple, et les livres de philosophie, il le dit explicitement. Tout cela manquait en Arménie, et donc, je voulais avoir accès à cette forme de savoir, et dans la bibliothèque de Trébizonde, de ce Tushikos, eh bien, il y avait tous ceux qui voulaient justement, auxquels il voulait avoir accès. Et il passe 8 ans à Trébizonde, à l'école de ce Tushikos, et dans cette bibliothèque. Et il traduit des textes, des sciences mathématiques. Et donc on lui doit effectivement l'entrée des sciences mathématiques en Arménie. Certainement pas seulement à lui, mais à une école qu'il a dû former. Après, on aime beaucoup dire qu'il y a une grande personnalité qui a tout fait, mais sans doute il y a eu des collaborateurs, une coopération qui s'est faite par décret. 8e siècle, alors là on est quand même dans la capitale, et il y avait une grande bibliothèque rattachée à Hagia Sophia. J'ai réussi à trouver une photo qui n'est pas rémunérée, donc qui nous met plus dans l'ambiance du 8e siècle, et là on connaît le nom des personnalités qui ont eu accès à cette bibliothèque grecque. Ils ont connu des œuvres grecques, dans certains pseudodénis, l'aréopagite, des textes philosophiques, et voilà, ces textes ont été traduits en arménien. Donc on doit voir ces Arméniens, à des siècles différents, très présents, actifs dans les écoles grecques. J'ai déjà anticipé, il y a un travail de traduction qui a été effectué à Constantinople au 8e siècle, mais il y a beaucoup plus de ce que ces Arméniens au 8e siècle ont traduit à Constantinople. Et on ne sait pas trop bien quand, où, justement, quelle a été les modalités, la possibilité pour les Arméniens de trouver tout ce patrimoine, tous ces textes qu'ils ont traduits. Alors, pour les textes de rhétorique, on a vu Antioche, Athènes, c'est là qu'ils ont trouvé des textes de rhétorique et ils ont pu ensuite les traduire. Alors là, enfin, il faut que je vous dise qu'est-ce que c'est que ces arts libéraux. Et quand on dit arts libéraux, en fait, on parle du trivium, donc les 3 voies qui donnent accès au savoir, grammaire, rhétorique et disons philosophie, mais c'est une branche particulière de la philosophie. C'est-à-dire que dans les écoles grecques, à un certain moment de l'histoire intellectuelle, il fallait étudier ces 3 disciplines dans l'ordre. Et ensuite, on passait à ce qu'on appelait donc les 4 voies du savoir, le quadrivium, arithmétique, musique, géométrie, astronomie, donc les arts mathématiques. Donc les Arméniens, vous avez Anania Shirakatsi étudie les mathématiques à Trébizonde. On a vu des Arméniens déjà au IVe siècle à Athènes et Antioche pour étudier la rhétorique. Et effectivement, donc, la fréquentation de ces écoles est ce qui a permis aux Arméniens de connaître les manuels d'études qui étaient utilisés dans les écoles grecques pour poursuivre justement ce parcours d'études. Le 2e chapitre du volume est consacré à la grammaire. Il y a un texte qui a été dans l'Antiquité le best-seller, c'était la grammaire, Ars Grammatica, donc Grammatica Techne, le texte est quand même en grec, et c'est un texte qui a été attribué à un certain Dany de Thrace, et ce texte a été traduit en arménien. Mais il faut vraiment imaginer là l'effort du traducteur. C'est un texte consacré à la grammaire du grec. Donc c'est un texte qui décrit le grec. Mais le grec et l'arménien, même si les deux sont des langues avec une origine commune, indo-européenne comme on dit, mais quand même il y a des différences. Ah bah oui. Et n'est-ce pas, nous dit notre ami qui connaît très bien le grec. Et donc voilà, je confirme aussi. Il n'y a pas du tout l'arménien. Il y a quelque chose qu'à mon avis vous avez perdu un grec modèle, le duel. Donc il y avait le singulier, il y avait le pluriel, une manière d'indiquer quelque chose que 2 personnes ensemble faisaient. Alors ça, l'arménien ne l'a jamais eu dans sa structure de langue. Mais qu'est-ce qu'il a fait le traducteur? Est-ce qu'il a supprimé le paragraphe qui portait sur le duel? Non, il n'a pas supprimé, il a expliqué, et puis il fallait donner un exemple, parce que toute cette description est basée sur des exemples, explication, exemple. Eh bien, il a créé un exemple arménien, donc une forme arménienne qui n'existait pas, qui n'a plus jamais été étudiée ensuite. Alors là,
les spécialistes normalement disent « Ah, regardez, ces Arméniens qui ont traduit des textes qui ne sont pas compréhensibles, si on n'a pas le grec sous les yeux, mais pourquoi traduire comme ça ?» C'est un effort de compréhension d'un texte qui réfléchit justement à la langue grecque. Tous les éléments de cette réflexion du texte grec voulaient étaient considérés comme importants. Et donc il faut justement apprécier l'effort du traducteur qui a essayé de tout expliquer, même en créant des formes qui étaient artificielles. Et on pourrait se dire, bon d'accord, voilà, il voulait bien comprendre, il voulait que les Arméniens comprennent la manière dont il faut approcher l'étude d'une langue et la décrire. Voilà. Une chose intéressante, qu'est-ce que les Arméniens, ils ont fait quoi de cette forme grammaticale qui n'existait pas? Bien, de cette forme grammaticale, à ma connaissance, ils n'en ont rien fait. Donc ils n'ont pas commencé à dire, alors mettons, il faut réinventer la langue arménienne, pas du tout. Mais ces concepts, voilà, leur permettaient justement de comprendre le fonctionnement d'une autre langue et d'aiguiser précisément la manière d'approcher une langue. Mais cette grammaire a été vraiment le point de départ d'une série de commentaires. Bienvenue. Une série de commentaires sur la grammaire. Alors, sur la grammaire, c'est-à-dire sur cette œuvre, mais sur la grammaire en général. Donc, il y a vraiment eu une prolifération des commentaires, déjà à partir du 7e, 8e siècle, commentaires sur la grammaire. Le point de départ, c'était vraiment cette traduction, l'important travail effectué par ce traducteur ou ces traducteurs au pluriel. Et on prend les Arméniens, encore au fil des siècles, encore au Moyen-Âge, ils ont pris ce texte traduit, donc texte grec, traduction, le texte en traduction, a permis aux Arméniens de continuer de développer une pensée à propos, justement, d'une langue. Et donc, il y a beaucoup de commentaires. Dans l'Antiquité tardive, la manière de réfléchir à certaines questions aussi philosophiques passait par des commentaires des textes. On le verra à propos des textes philosophiques, et peut-être cela deviendra plus clair. Donc, importance de la grammaire. Et peut-être je peux ajouter déjà quelque chose qui va voir au Moyen-Âge, mais même plus tard. La communauté arménienne de Lvov, imaginez des Arméniens dans un contexte très catholique. Il faut voir, et c'est un historien du XVIIe siècle que je suis en train de résumer, des Arméniens face à des catholiques qui voulaient bien évidemment leur montrer que leur forme, leur profession de foi était incomplète, et ils ont posé une question sur, maintenant le verbe particulier échappe, une question linguistique. Et les pauvres Arméniens se sont trouvés face à ces catholiques, donc plutôt latin, là c'est plus le monde grec, et n'avaient pas les instruments pour répondre. Et là, la réflexion de l'historien qui nous raconte cette anecdote est la suivante. On avait perdu justement les éléments, les connaissances techniques, un savoir technique là, sur la grammaire. On l'avait perdu au XVIIe siècle, on n'a pas su répondre. Et donc, je ne sais pas si vous me souvenez, donc il y a disons, des considérations sur le fait qu'il faut être bien expert, même de la grammaire, non seulement parce que comme ça on connaît bien une langue, mais parce que ces connaissances permettent de répondre aux ennemis, entre guillemets, donc à ceux qui professaient des formes de foi différentes et qui étaient très prévaricateurs à l'égard des Arméniens. Donc, l'importance de la grammaire auprès de ces Arméniens de Lvov, tel qu'il a été souligné par un historien que je vais vous présenter plus tard. Donc, là aussi, celui qui a écrit la grammaire, ce Denis de Frasse, celui où il n'avait pas en tête des considérations religieuses. Les Arméniens se sont intéressés à ce texte grec, ils l'ont traduit en arménien, cela a permis de développer toute une pensée, une forme de réflexion, et ensuite il y a même une utilisation de ce texte, des commentaires, qui est particulièrement liée à la réalité arménienne des siècles suivants. Donc ça pour montrer le concept d'une réception et d'une nouvelle forme d'intérêt ou d'utilisation que les Arméniens ont donné à ces textes qui ont une origine grecque. Alors, je vous présente rapidement le chapitre 3. Donc, Gohar Bouradian, la collègue de Yerevan, elle vous parle des textes grecs,
de rhétorique qui ont été traduits en arménien. Alors il s'agit d'exercices, vraiment les tout premiers exercices que les étudiants devaient faire dans les écoles de rhétorique, on les appelle les pro-gymnasmes, vraiment les exercices préalables, propédétiques. Et c'était donc un savoir très, très technique. Les Arméniens donc, voilà, ont traduit aussi des textes de ces exercices rhétoriques qui ont eu une influence sur la littérature arménienne. Ils ont fait des textes écrits directement en arménien. Et bon, je passe sur cela pour arriver à la philosophie. Et ça, c'est le chapitre que j'ai rédigé moi-même, mais je vais laisser la philosophie pour plus tard, parce que je vais vraiment plutôt mettre l'accent sur ce savoir philosophique. Mais là aussi, donc, ce sont les écoles philosophiques grecques qui constituent la porte d'accès pour les Arméniens donc, à ces savoirs philosophiques, donc d'origine grecque. Mais en continuant donc cette présentation générale du volume, alors, il y a un 5e chapitre, le chapitre écrit par Jean-Pierre Mahé sur ce Anania Shirakati, donc celui qui est allé à Trébizon, surtout pas Constantinople, il faut aller à Trébizon, très bien, il y a passé 8 ans. Et donc voilà, c'est vraiment un chapitre qui nous montre l'importance de cet auteur, de son savoir, des enjeux, encore une fois aussi religieux liés à ses savoirs mathématiques. Alors là, j'avance. Donc jusque-là, vous voyez, il y a eu un chapitre sur la grammaire, ensuite un sur la rhétorique, un 3e sur la philosophie, donc les 3 disciplines, les 3 premières voies du savoir, le trivium. Ensuite, il y a un chapitre sur l'Anania Shirakati auquel on doit donc l'introduction des sciences mathématiques. Et disons, au chapitre suivant, j'ai choisi une approche différente. C'est-à-dire, je me suis demandé, et j'ai demandé donc à des collègues spécialistes de cette époque, de ces époques, qu'est-ce qui est resté de ces textes. Je m'explique mieux. Il y a des textes donc grecs traduits en arménien. C'était des textes, des manuels scolaires grecs. Est-ce qu'ils ont eu une vie à l'intérieur des écoles arméniennes? Est-ce qu'ils ont été traduits par quelques érudits et puis abandonnés dans une bibliothèque, ou bien ils ont vraiment eu une vraie vie comme manuel d'études? Alors là, justement, pour avoir des témoignages, il faut plutôt s'adresser aux sources du Moyen-Âge. Il y a des témoignages déjà pour le 8e siècle, mais c'est surtout pour le Moyen-Âge qu'on a des informations. Et donc, Federico Alpi, mon collègue d'Italie, s'est occupé de la diffusion donc, de ces disciplines dans les écoles monastiques arméniennes au 10e, 11e siècle. Vous voyez des noms sans doute familiers, Ani, Sanaï, Arpad, Narek. Et puis, pour le 13e et 14e siècle, donc Glazor et Tatev, là c'est disons la période qui a été traitée par Sergio Laporte. Et donc, voilà, une image d'ensemble du développement de ces disciplines qui sont entrées, je répète, en Arménie grâce à la traduction du grec. Là, il ne faut pas que je vous retienne trop, juste mentionner cette personnalité, Grigor Magistros. Il est très important, déjà c'est un intellectuel laïque et pas donc un homme d'église qui connaissait plusieurs langues, entre autres le grec, et il a eu justement une grande importance aussi dans une forme de renouveau du système scolaire arménien, surtout dans la ville d'Ali, et non seulement. Et lui, il connaissait, ça on le sait, parce que lui aussi c'était un grand écrivain de lettres, donc dans plusieurs lettres, il nous montre qu'il connaissait toutes ces œuvres grecques qui avaient été traduites. La rhétorique, par exemple, et les œuvres de philosophie. Quand le public risque de fatiguer, il faut montrer des images, mais non seulement pour cela, mais c'est une image importante, parce qu'il faut vraiment imaginer ce Grigor Magistros entrer en communication avec le catholicos de l'époque et lui dire « Je sais que dans la bibliothèque de la cathédrale de Ani, il y a un exemplaire des œuvres d'Anania Shirakati. » Et ça, justement, c'est aussi important pour essayer de comprendre quelle a été la réception de ces textes, où ils étaient déposés. Et là, bon, il savait qu'il y avait un exemplaire des œuvres d'Anania Shirakati, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais que ces œuvres d'Anania Shirakati, en fait, elles n'étaient plus tellement étudiées. Alors que lui, il sait qu'il s'agit d'œuvres importantes, donc auxquelles il fallait donner un niveau encore plus que de l'importance, donc les utiliser, les faire lire. Pardon. Eh bien, si on veut une image, par contre, des écoles du 13e, 14e, celle-là, elle est
vraiment l'image, donc c'est l'image du monastère de Tatev, où enseignait ce personnage qui était l'abbé de ce monastère, donc Grigore de Tatev. Il a été aussi un commentateur, donc quelqu'un qui a écrit des commentaires sur la grammaire et la philosophie, un pédagogue, et là on le voit avec ses élèves, avec son bâton de philosophe, donc il a besoin de philosophe, les élèves au rang inférieur, et là on ne voit pas trop bien, mais il y en a qui ont les yeux fermés. Et j'aime toujours dire, ils sont concentrés. Parce que vu qu'on veut montrer Grigore Tatevatsi avec son talent de pédagogue, je ne pense pas que même si le peintre avait cette volonté vraiment, c'est une des premières enluminures avec ce qu'on appelle l'aspect réaliste, une attention au réalisme, il fallait quand même avoir du respect pour la figure de ce Grégoire de Tatev, qui était vraiment une des grandes personnalités aussi, des défenseurs de l'autonomie de l'Église arménienne face aux perpétuelles tentatives d'imposition, d'autres formes d'opposition de manière. Chapitres 8 et 9, alors là on entre dans les de sciences, tout est très lié, donc la cosmologie, et c'est le chapitre rédigé par Robert Thomson, et puis un autre qui est apparenté, mais ce n'est pas exactement la même chose, donc c'est l'étude de l'astronomie et de l'astrologie, et des calendriers. Et c'est donc l'objet du chapitre 9 écrit par Alessandro Porello. Et puis pour finir, la médecine. Et là on connaît tous les apports qui viennent du monde grec, mais non seulement dans la préface du texte des médecines que Muritar Heratsi, je n'ai pas écrit son nom, la première fille, Muritar Heratsi, nom de rue de Yerevan, que personne ne connaît. Si vous demandez où la venue ah, celle-là, et puis après il y a l'ancien nom coréen, enfin Muritar Heratsi, un des grands intellectuels, médecins, et il nous dit qu'il a pu étudier, acquérir des connaissances de médecine en étudiant des sources arabes, personnes, donc il souligne une autre forme de filiation intellectuelle pour les Arméniens. Donc Stella Vartanyan est vraiment une des grandes spécialistes, sinon la spécialiste de l'histoire de la médecine en Arménie. Mais là, c'est avec une introduction, mais il ne faut pas avoir peur, mais il faut quand même que j'entre plus dans mon domaine de recherche, c'est-à-dire la réception des œuvres de philosophie, qui est là aussi, la rencontre possible entre le monde grec et le monde arménien. Donc, où est-ce qu'on pourrait étudier la philosophie de l'Antiquité tardive? Eh bien, on pourrait l'étudier à Alexandrie, donc ça aussi, en Égypte, c'est bien clair, mais ça fait partie de la diffusion du monde, de la culture grecque, de la philosophie grecque. Il y avait, des siècles plutôt que j'ai indiqué, au 5e, début du 7e siècle, c'est la phase finale de l'école d'Alexandrie et de l'école d'Athènes. Donc il s'agit des deux écoles qu'on appelle nous aujourd'hui, on les appelle l'école néoplatonicienne. Eux, ils se considéraient des platoniciens, donc le continuateur, bien sûr. Et en plus, on n'étudie pas que Platon. Platon, c'était le sommet. Donc là aussi, il y avait un ordre pédagogique bien précis, donc un plan d'études, une liste de lecture. Donc, les étudiants devaient étudier d'abord les œuvres d'un philosophe, qui s'appelle Aristote, et seulement après, et non seulement, après avoir vraiment toutes les connaissances nécessaires, ils ont bien compris leur Aristote, un aspect de la philosophie d'Aristote qu'on appelle la logique, et bien après, ils peuvent enfin aborder les œuvres de Platon. C'est comme ça qu'on considérait la manière d'approcher ce texte. Alors, Alexandrie, Athènes, et là, bon, je viens déjà d'anticiper, c'est ce que je viens de dire, donc on sait quels étaient les programmes scolaires dans ces écoles néoplatoniciennes. Et donc, pour le dire brièvement, Aristote avant Platon, mais Aristote a écrit énormément d'œuvres. Ce ne sont pas toutes les œuvres qui ont été vraiment les œuvres, disons, commentées, étudiées à l'intérieur de ces écoles et qui sont passées en arménien. Dans cette école d'Alexandrie, avant d'arriver un peu plus en détail sur le programme des textes philosophiques qu'il fallait lire, on connaît le nom de certaines séries des professeurs, surtout pour Alexandrie, et c'est là, j'ai mis un peu la caractère purant, c'est là qu'on a le nom de David. Qui a déjà entendu parler de David l'Invincible? Oui, voilà, David l'Invincible. Alors, dans les sources grecques, on n'a pas le nom d'un David l'Invincible, mais il y a quand même un David qui a été
voilà, lui aussi, sans doute d'abord étudiant et puis professeur à l'intérieur, au sein de cette école néoplatonicienne de Alexandrie. Il y a d'autres noms, je voulais juste vous montrer qu'on a quelques informations. Et là, sans vous faire suivre d'un carré à l'autre, c'est pour vous dire vraiment, si on veut simplifier, c'est que du côté grec, on n'a aucune information sur David, sur sa vie, d'où il venait. On n'a pas les informations qu'on a au contraire à propos de Prolésios. Là, on est bien heureux, on est content. Il y a quelqu'un qui nous dit que Prolésios venait d'Arménie, etc. Là, on n'a pas d'informations. On ne les a pas non plus à propos d'Élias, d'ailleurs, qui a été peut-être son condisciple, en tout cas lui aussi était à l'école du même maître. Mais alors, arriver à dire que comme les sources grecques ne disent pas que c'est David était arménien, donc cela veut dire qu'il ne pouvait pas être arménien, cela me semble une manière de forcer les sources. C'est un silence. Un silence, il faut l'interpréter. Mais cela ne veut pas dire forcément qu'il ne pouvait pas être arménien. Alors d'où vient cette, cette origine arménienne qui en parle? Alors c'est toute une série de sources arméniennes, surtout médiévales. Alors là, il y a vraiment une prolifération des sources. Cela veut dire que ce David est devenu très important pour le monde arménien. Et ces sources, effectivement, elles sont en partie fantaisistes, et ça, il faut le dire. Il faut rencontrer des personnages qui ont vécu à des siècles différents. Mais, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dire toutes ces sources arméniennes, comme il y a aussi un côté légendaire, il ne faut absolument pas les prendre au sérieux. Donc, ces sources disent clair et net que David était arménien. Les sources grecques ne disent rien. Qu'est-ce qu'on fait là? Bon, ça va être des bons philosophes, il faut adopter ce qu'en philosophie on appelle épochèse, c'est-à-dire suspension du jugement. Alors, la formule que j'ai décidé d'adopter dans mes publications, il n'y a rien qui le prouve, si on veut vraiment la preuve, mais rien qui l'infirme. Et je pense que c'est tout à fait plausible que ce David était arménien. Pour deux raisons. Parce qu'il y a d'autres qui ont fréquenté les écoles grecques, donc pourquoi pas lui, mais puis aussi parce que dans la littérature arménienne, alors les autres me diront ce qu'ils en pensent, mais je n'ai pas trouvé tellement des sources qui ont tendance à arméniser des personnages qui n'étaient pas arméniens. Alors ça c'est une constatation générale, elle ne prouve rien, là je suis bien consciente, mais disons les Arméniens, dans les sources de l'Antiquité tardive, au Moyen-Âge, ils ont plutôt fait rencontrer par exemple des Arméniens et des non-Arméniens, mais non, à ma connaissance, je ne connais pas des sources dans lesquelles des personnages non-arméniens auraient été considérés comme des Arméniens. Bon, vous voyez, on est vraiment dans le vague, mais au fond, est-ce que cela est vraiment si important? Ce qui est, c'est-à-dire, il est arménien ou pas arménien, ce qui est important, c'est que les œuvres que c'est David, disons, les œuvres qui sont liées à son activité d'enseignement, que c'est David, à l'intérieur de cette école de philosophie grecque, ces œuvres ont été traduites en arménien et sont le départ, avec d'autres, de la spéculation philosophique en arménien. Arménien par arménien, il y a les œuvres de ce David, et non seulement les œuvres de David, qui ont été traduites en arménien. Et voilà, et là, c'est ça qui est important, cette forme d'héritage. Mais je vais vous montrer, si vous me le permettez, voilà, je mets tout d'emblée, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on étudiait dans ces écoles? Le premier programme était les œuvres d'Aristote, le grand philosophe de l'Antiquité. Les étudiants devaient d'abord être préparés à la philosophie. Donc il y avait en tout cas une introduction qu'on appelle les prolégomènes, toutes les choses qui doivent être dites avant toute autre chose. Donc voilà, il faut d'abord étudier des textes propédétiques, je ne sais pas qu'on pourrait les dire, une initiation. Après avoir compris toute une série de questions qui sont posées dans ces textes des prolégomènes, par exemple, qu'est-ce que c'est que la philosophie? Une autre question, voilà, grosse question. Après, on pouvait passer à la lecture des sources. Est-ce que l'étudiant pouvait déjà arriver à lire Aristote? Non, il fallait encore une étape. C'est-à-dire qu'il fallait connaître l'introduction par excellence à la logique aristotélicienne, c'est-à-dire un ouvrage qui avait été écrit par un certain Porphyre. Donc, la première œuvre, le premier commentaire grec, un ancien commentaire grec à Aristote, écrit par ce Porphyre, était considéré comme un instrument qui pouvait donner vraiment aux étudiants les bases pour lire directement Aristote.
Et là, vous avez une série d'études, c'est-à-dire qu'il y a certains ouvrages d'Aristote qui étaient lus sur les catégories, sur l'interprétation première analytique. Je ne vais pas expliquer les contenus, mais je voudrais que vous reteniez le fait qu'il y a un programme bien précis. C'est ces œuvres-là lues dans cet ordre. Qui les lisait? C'était le professeur. Il avait le texte, il prenait un passage et le commentait. Faisait quoi les étudiants? Prenaient des notes. Très important. Dans la plupart des cas, c'est peut-être le cas aussi pour les œuvres de David, nous n'avons pas un texte rédigé par ces philosophes, il y en a qui ont écrit, ça on le sait, mais dans la plupart des cas, nous avons la rédaction des notes. Donc prenez bien vos notes, parce que voilà, là c'est dans le cadre, c'est toute cette phase de la philosophie qui est très importante. Nous avons les notes des élèves. Peut-être qu'elles étaient révisées par le professeur, peut-être pas. Ce n'était pas, disons, la même approche de la part de tous les professeurs. Et bon, là, c'est pour vous dire, je pense que je vais passer rapidement sur cette diapositive. Il y a toute une série de dialogues de Platon qu'il fallait lire, là aussi, dans l'ordre. Il y en a un seul qui a été traduit en arménien. Qu'est-ce que ça vous dit? Parce que, enfin, je ne vous ai pas encore dit que le programme aristotélicien, tout ça a été traduit en arménien. Et Platon, donc les œuvres qui étaient lues dans cette école, les écoles philosophiques, il y en a une seule qui a été traduite en arménien. Et ce n'est pas la seule œuvre de Platon qui a été traduite. Il y en a d'autres, mais qui ne faisaient pas partie de ce programme. Les lois, les menos. Qu'est-ce que cela nous dit? Enfin, moi, je me suis posé la question. On n'a pas peut-être de réponse, mais si on admet la présence d'étudiants arméniens dans les écoles néoplatoniciennes, on voit que les œuvres du syllabus, du cursus aristotélicien, ont été traduites, mais pas les œuvres de Platon, à part une, mais qui était vraiment là aussi un best-seller de l'Antiquité, donc vraiment le Timée, c'est le grand dialogue de Platon. Une forme de censure? Pardon? Une forme de censure? Censure? Par rapport au contenu qui était peut-être pas en accord avec la conception théologique. Ah, c'est tout à fait très intéressant. Disons, si on peut parler des censures, il faut s'adresser plutôt au monde syriaque, parce qu'il y a des études qui nous montrent que les Syriaques n'ont pas traduit Platon, parce qu'ils le considéraient vraiment comme aux antipodes du christianisme, donc comme un auteur irrécevable. Ils ont quand même très bon le Timée, ils ont traduit d'autres textes. On pourrait aussi penser que ce programme n'intéressait pas les Arméniens à l'époque où ils se sont intéressés aux toutes premières œuvres, c'est-à-dire à celles d'Aristote. C'est-à-dire que si les œuvres de philosophie ont été traduites à l'arménien à une certaine époque, dans le but de donner des manuels d'études aux étudiants des écoles arméniennes qui vont être créées, on peut constater un intérêt tout d'abord pour le début de ce programme philosophique. Donc, les premières œuvres étudiées dans le monde grec sont celles qui ont été traduites en arménien, c'est-à-dire les œuvres d'Aristote. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? On va totalement, mais est-ce qu'on peut envoyer des questions par mail? Ah oui, on peut même se voir entre Genève ou Paris, c'est à discuter. Merci Mélodie. Bon voyage. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de conjoncture? Je veux dire, si c'était étudié de façon chronologique, enfin, je veux dire, à certains moments où les élèves allaient dans telle ou telle école, est-ce que, c'est simplement un accident d'un moment où il n'y a pas eu d'élèves pour X raisons, notamment coupure des relations, guerre, enfin, je veux dire. Oui, ça peut être aussi, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a eu une interruption de cours, de suivi, de grands tours dans ces écoles. Voilà, une première phase, des collaborations, d'intérêt, et puis après les circonstances. Il y a un accident, il n'y a pas personne qui suit le cursus complet. Oui. Et ça, alors, ça pourrait être une explication qui va dans la direction de ce que certains philologues pensent, c'est-à-dire que les œuvres de Platon que nous avons en arménien ont été traduites plus tard, c'est-à-dire à l'époque de Grigor Magistros. Et le fait que justement, on n'a pas les mêmes œuvres qui sont étudiées dans les écoles grecques, c'est quand même quelque chose qui parle. Peut-être c'est un élément qui va dans la direction justement d'une traduction qui a eu lieu plus tard, quand des nouvelles circonstances ont permis aux Arméniens de s'intéresser à nouveau à Platon et de le traduire. Et là, il faut justement essayer de comprendre quelles sont ces nouvelles circonstances. Donc tout à fait, ça aussi. Donc disons que la présence ou absence de certains textes traduits ou pas traduits
Mais il faut essayer de l'interpréter, essayer de comprendre justement quel type de circonstances cela présuppose. On va essayer de comprendre. Mais on ne pourrait pas penser que les Arméniens ont été en contact avec la culture grecque aussi par le biais de la culture syriaque, puisqu'on sait que le christianisme arménien est très influencé par l'église syriaque. Peut-être que c'est justement dans les milieux syriaques que les Arméniens ont appris les premiers contacts avec cette culture grecque. Et dans ce cas, ça expliquerait ce que vous avez dit sur le fait que Platon n'était pas étudié par l'église syriaque. Ça expliquerait que dans cette première phase, les Arméniens n'aient pas été peut-être. Oui, alors tout à fait intéressante. D'ailleurs, le parallèle avec le monde syriaque aussi, parce que je pense qu'il nous donne effectivement des lumières. Et peut-être, effectivement, donc différentes raisons qui auraient amené donc les Arméniens à ne pas traduire l'Antiquité, disons, dans ces siècles-là. Et pour ceux qui s'intéressent à la culture arménienne, à la philologie arménienne, on a, disons, il y a des savants qui ont soutenu que les œuvres de Platon ont vraiment été traduites déjà au 5e siècle, comme si c'était une vérité absolue. Mais disons, il y a plusieurs éléments qui remettent la question, voilà, disons, qui posent à nouveau la question comme une question qu'il faut aborder avec d'autres approches. Et donc, le fait d'une traduction, l'hypothèse d'une traduction tardive, actuellement semble justement la plus vraisemblable. Il y a des études aussi, d'un point de vue linguistique, qui vont dans cette direction. Mais est-ce que dans le monde grec propre, est-ce qu'il y a aussi une continuité absolue de l'intérêt pour Platon? Il y a peut-être aussi des ruptures des modes. C'est pas forcément lié au... Oui. Je veux dire, il y a des auteurs qui tombent dans des études et qui se reviennent. C'est une question d'ignorance. Non, c'est une question, excellente question. Parce que, alors, les philosophes, les commentateurs grecs des dernières années, vous me confirmerez, donc une spécialité de philosophie antique de cette époque-là, qui ont donc commenté les derniers, en fait, les derniers professeurs dans ces écoles néoplatoniciennes. Surtout à Alexandrie, ils ont donné un intérêt plutôt aux œuvres d'Aristote qu'aux œuvres de Platon. Donc peut-être l'effet, justement, c'est pas si des modes, enfin en tout cas, il y a moins d'intérêt pour les œuvres de Platon. Et ça aussi peut expliquer ou bien le fait de se comparer avec les Syriaques, avec lesquels il y avait des contacts, ça c'est sûr, ou bien, et puis les mêmes réticences d'un point de vue religieux. Alors il faudrait après se demander pourquoi plus tard, 10e, 11e siècle, Platon est devenu recevable, et là c'est vraiment encore quelque chose sur lequel il faut réfléchir, et puis aussi le fait qu'ils avaient constaté qu'il y avait plus d'intérêt pour les œuvres d'Aristote. Donc plusieurs possibles, disons, il y a plusieurs possibles raisons qui nous expliquent pourquoi il n'y a pas, enfin, il y a Péritumier qui était très bien arménien en même temps que d'autres. Oui. Oui, Timée, je comprends pour un néoplatonicien, parce que le néoplatonisme fait la synthèse de Platon et d'Aristote, donc il y a plein de choses de Platon qu'on ne va pas traduire, qui ne sont pas intéressantes. Le Parménide, toute la théorie de la participation, ça ne nous intéresse pas, le Phédon. Par contre, j'ai une question vraiment d'ignorant, c'est quel est l'intérêt de traduire en arménien? C'est-à-dire que les intellectuels arméniens, ils lisent le grec. Exactement. Une question bête, hein, mais... Oui, mais est-ce que tous les élèves des écoles au Moyen-Âge, est-ce que tout le monde maîtrisait le grec? Ça, c'est moins sûr. Alors, mais même dans les universités aujourd'hui, si on peut faire les sources dans la langue d'origine, c'est très bien, mais parfois, je dis, est-ce que ça va l'anglais? Et puis il y a des étudiants qui disent, non, pas tellement. Alors, donc, on peut, justement, c'est l'hypothèse que ces textes étaient utilisés pour des fins, entre autres, didactiques, qui pourraient motiver le fait qu'ils ont été traduits. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait une première génération de philosophes arméniens qui, eux, sont allés dans les centres culturels grecs, Alexandrie, etc. Eux, ils maîtrisaient le grec parfaitement. Et une deuxième génération plus tardive, en Arménie, enfin au Moyen-Orient, qui, eux, ne maîtrisaient pas forcément le grec. On a traduit pour eux, pour démocratiser, entre guillemets. Oui, on peut pas comme ça. On peut pas comme ça. Mais il ne faut pas, disons, présenter les choses de façon comme une transition d'une réalité à une autre, dans le sens que il y a une autre tendance, je fais une petite introduction dans la philologie arménienne, à dire, cette œuvre n'a pas été traduite du grec à l'arménien, donc les Arméniens ne l'ont pas connue. Mais non, les Arméniens, justement, la connaissance du grec, elle a continué. Même, il y a eu des traductions faites déjà au 6e, 7e siècle, même au 5e,
Mais il y a des spécialistes qui ont continué de lire le grec. Mais se rendaient compte du fait que voilà, ce n'était pas le cas pour tout le monde. Donc oui, une première génération qui avait vraiment comme souci des traducteurs, hein, donc de traduire ces textes du grec à l'arménien pour les rendre disponibles, mais qui a continué de lire en grec. Et puis une autre chose, justement, il faut toujours avoir en tête, si on voit des réminiscences d'un auteur grec à l'arménien, et il n'y a pas la traduction arménienne, ben, pourquoi ne pas tout simplement penser que cette œuvre a été lue en grec. Et même pour Platon, alors il n'a pas été, tout ce Platon-là par le Timée n'a pas été traduit, mais si il y a eu des Arméniens qui ont fréquenté ces écoles, enfin, cela ne veut pas dire que c'était vraiment quelque chose d'absolument inconnu aux Arméniens. Donc voilà. Il faut oublier que le monde arménien à l'époque, déjà, il était en permanence coupé en deux, et donc il y a d'autres influences, il y a l'influence arabe. Auparavant, il y avait une influence persane, comme c'était perse. Une question aussi que je voulais poser, parce que quand même, on montre ça toujours d'un sens vers l'autre, c'est-à-dire de l'ouest vers l'est, enfin de l'est vers l'ouest, ça existe aussi. Oui. C'est un Véronique Schiltz qui insistait sur les origines orientales, enfin les influences orientales dans l'hellénisme, enfin bon, la vision de la mission civilisatrice de l'Occident a toujours montré, plutôt mis en avant le côté, voilà, l'orientation ouest vers l'est, mais il y a aussi peut-être suivant les moments et suivant la puissance hégémonique dans la région, et puis il y a l'est et l'ouest de l'Arménie aussi, qui peut aussi faire disparaître certaines influences ou rendre nécessaires des traductions, parce que... Je vais aborder cette question de point de vue aussi de diapositive. Oui, j'avais une autre question. En fait, une autre hypothèse, c'est aussi le fait que peut-être Aristote était plus utile pour pratiquer la théologie que Platon, je ne sais pas. Est-ce que, j'imagine que tu as étudié aussi cette question des rapports entre philosophie et théologie. Dans le cas des Arméniens, il me semble que c'est vraiment au service de la théologie. Peut-être que dans le trivium ou le quadrivium grec, peut-être qu'il y a une tradition grecque non chrétienne qui s'est poursuivie à l'époque chrétienne. Peut-être ça intéressait moins les Arméniens, Platon, qui semblait peut-être moins utile pour la théologie, je ne sais pas. Alors, la logique aristotélite, c'est quelque chose qui doit vraiment être étudié comme il faut, avec des collaborations aussi entre spécialistes de philosophie et des arménologues. Mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, dans les écoles monastiques médiévales, les techniques utilisées par Aristote dans ses livres de logique sont utilisés pour parler, par exemple, des textes des pères de l'Église. Donc, effectivement, ça va tout à fait dans la direction de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a justement des manières de penser, de réfléchir, des structures de pensée qui sont mises au service des textes théologiques. Donc ça, c'est... Et même, si on pense de nouveau à nos pauvres Arméniens de Lvov qui n'avaient pas la réponse, c'était pas seulement le fait qu'ils avaient oublié la grammaire comme discipline, mais ils avaient un peu oublié aussi la logique aristotélicienne. Donc ils étaient vraiment désemparés. Mais il faudra arriver au XVIIe siècle et toutes les questions se trouvent. On trouve une avancée. Est-ce qu'il y avait juste une dernière question? Est-ce que tu as une cartographie des traductions chronologiques, toi, ce que je veux dire, c'est-à-dire les... Ça marche. La chronologie de traduction, mais aussi en fonction des provinces qui traduisent, parce qu'il y a des zones qui sont plus... J'ai quelque chose, mais pour l'instant, de plus d'idées. La flèche est là, on va voir si... Je vais passer rapidement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de diapositives, mais là, en fait, c'est pas encore la cartographie, mais au fond, ça traduit avec des couleurs, ce que je viens de dire, c'est-à-dire que il y a certaines... Regardez les couleurs, si vous n'avez pas envie de lire les titres, mais disons, certains textes qui étaient étudiés dans les écoles néoplatoniciennes, dans les cycles aristotéliciens, eh bien, on les retrouve en gros en arménien. Et ça, donc, c'est pour vous montrer qu'il y avait cet intérêt pour les écoles, pour les textes aristotéliciens. Mais on l'a dit, et voilà le syriaque. Parce que là aussi, je me dis, c'est quoi les syriaques à la même époque? Et donc, en comparant le corpus des textes traduits en syriaque, donc les textes philosophiques,
en comparant le programme aristotélicien et ce que nous avons en arménien, on voit là aussi vraiment des coïncidences. Donc il est évident que, mais là on le sait, on a plus de formation, les Syriaques aussi ont fréquenté ces écoles néoplatoniciennes, et on a même des noms là de certains personnages, et il y a tout un travail de traduction en syriaque avec des coïncidences qui montrent justement, et là je pense que je le dis après, pourquoi ces parallèles sont-ils importants? Parce que précisément cela montre qu'il y avait dans des aires assez proches la diffusion de toute une série d'un corpus philosophique qui était justement très important en milieu grec et dont l'importance a été reconnue par à la fois les Arméniens et les Syriaques. Mais les deux ont eu accès à ce texte grec. Alors là, c'est une question épineuse. On va voir si j'arrive à la résumer en 2 mots. Parce que je veux quand même vous montrer pourquoi il est important de ne pas regarder toujours la capitale, Byzance, ce qui se passe du monde grec, mais il faut avoir une attention pour les aires périphériques. Alors, il faut retourner dans les écoles. Je ne vais pas suivre le diapositive, comme ça je vais condenser, je ne vais pas vous fatiguer. Dans les écoles, donc ces écoles néoplatoniciennes, qu'est-ce qu'on sait à propos de la fin de ces écoles néoplatoniciennes? Alors, à propos d'Athènes, on sait qu'il y a eu toute une série de décrets de l'empereur Justinien, suite auxquels les philosophes, qui étaient païens, ils ont dû quitter Athènes. Et il y a toute une série d'hypothèses sur leur chemin. On sait qu'à certains moments, ils ont été accueillis en Perse, où il y avait justement un roi favorable. Ils sont restés peu d'années. Et puis, il y a eu des accords entre la Perse et Byzance. Bref, ils sont revenus à l'intérieur de l'Empire byzantin, mais proches de la Perse, on ne sait jamais. Donc, les choses pourraient encore évoluer. Et donc, ils auraient pu peut-être revenir en Perse. Mais disons, on sait aussi que différents philosophes ont pris des voies différentes. Donc, il y en a qui sont rentrés chez eux, il y en a un qui venait de Damas, qui est rentré là. Il y a une hypothèse concernant la création d'une nouvelle école à Haran. Bon, là, c'est un spécialiste, Michel Tarieux, ici à Paris, donc il soutient cette hypothèse qui est acceptée par quelques spécialistes, rejetée par d'autres. Je ne sais pas quelle est votre position, mais disons, il faut penser à... enfin, avant de dire à quoi il faut penser, il faut que je vous parle d'Alexandrie. Qu'est-ce qu'on sait à propos d'Alexandrie? D'autant plus que David était à Alexandrie. Le dernier nom, donc des commentateurs, professeurs, connus, un certain Étienne. Et puis, en 1871, sauf erreur, fin du 19e siècle, il y a un spécialiste allemand, Usener, qui a émis une hypothèse, c'est-à-dire que ce Étienne aurait quitté Alexandrie pour aller dans la capitale, invité par l'empereur, pour devenir didaskalos, donc professeur, dans la capitale. Parfait, ça a permis d'imaginer que ce néoplatonicien a pris ses bagages. Qu'est-ce qu'il a pris dans ses bagages? Il a pris les livres grecs qu'il commentait dans l'école et les a amenés à Constantinople. Parfait. L'école d'Alexandrie, on ne sait plus rien à partir du début du 7e siècle, mais on peut se dire les textes grecs sont arrivés dans la capitale grâce à Étienne. Et c'est une hypothèse sur laquelle on se base depuis 1879, en oubliant parfois que c'était une hypothèse d'un grand philologue, mais il y a un autre spécialiste dans des années beaucoup plus récentes, donc dans les années 2011-2016, qui a repris la question et qui a dit, non, c'est pour des raisons vraiment de comparaison des textes, il trouve que cette hypothèse ne tient pas. C'est-à-dire, cet Étienne ne peut pas être, c'est lui qui était actif à Alexandrie, le dernier professeur d'Alexandrie, ne peut pas être celui qu'on croit actif à Constantinople. Voilà, donc vraiment il a donné des explications trop techniques que je ne vais pas répéter, mais disons, il a montré que c'était une hypothèse. Dernier professeur d'Alexandrie, il part avec ses livres grecs et il va dans la capitale. Non, selon ces spécialistes, Rouéchet, il ne faut pas voir les choses comme ça. Donc on ne sait pas trop bien d'un côté comment se sont passées les dernières années de cette école d'Alexandrie et de quelle manière les textes grecs de ces bibliothèques ont circulé. Et c'est là que j'avais préparé mon effet sur les livres. Il faut d'abord montrer les deux écoles. Les livres, mais oui, parce que alors j'avais commencé à prendre un livre. Vous devez imaginer un auteur qui a son Aristote,
il lit un passage, il regarde ses étudiants, et puis il explique comment il faut entendre cet extrait d'Aristote, et puis ça continue. Il n'y a pas qu'Aristote. Donc, vraiment, ces philosophes, leur manière de faire de la philosophie était de commenter des textes, des sources. Peut-être ils les connaissaient très bien, mais quand même, connaître toute la logique aristotélicienne par cœur, je ne sais pas. Donc vraiment, on ne peut pas imaginer une activité didactique, donc philosophique, sans les sources. Et donc la question, où sont finis ces livres? C'est vraiment une question qui a été posée par un gros projet, je ne sais pas combien d'années, sponsorisé par des sources européennes, dirigées par une collègue italienne, Cristina d'Ancona, avec beaucoup de spécialistes aussi ici en France. Et donc, elle s'est interrogée sur le sort des bibliothèques néoplatoniciennes. Alors, il ne faut pas penser à la bibliothèque, mais il faut quand même penser à tout ce savoir, et peut-être aussi d'une manière plus pragmatique aussi, justement les sources, les livres, qui n'étaient pas à l'époque quelque chose qui ressemblait à ça, qui étaient des manuscrits, hein, donc des copies de manuscrits. Donc, voilà, il faut imaginer quelque chose de différent. Voilà, donc, plus difficile à créer. Et alors, j'ai des informations que peut-être je vais vous dire après sur l'importance quand même de ces livres. Et là, je résume, c'est toute la question justement qu'on peut se poser. On ne sait pas trop bien quelles ont été les voies de ces bibliothèques néoplatoniciennes, de ces philosophes, après la fermeture des écoles. Mais nous savons qu'à la fois du côté syriaque et du côté arménien, les œuvres, en tout cas aristotéliciennes, de cette école ont été traduites. Et donc, en tout cas, on a eu l'information, on ne sait pas trop bien, enfin, on sait où les œuvres ont été traduites du côté syriaque, on a le nom d'un monastère en particulier. Pour du côté arménien, nous n'avons pas d'informations pour dire, de façon sûre, on les a traduites dans une telle livre. Il y a une spécialiste arménienne qui dit c'est sans doute à Constantinople parce que Étienne était parti avec ses bagages, imaginez toujours l'histoire, les bagages grecs, il a porté les livres grecs d'Aristote à Constantinople, et donc c'est à Constantinople que les Arméniens ont pu traduire. Non, en fait, si les livres ne sont pas arrivés tout de suite comme ça, il y a beaucoup d'hypothèses, je veux dire, qui s'effondrent. Donc il n'y a rien qui nous dise que les textes d'Aristote ont été traduits par les Arméniens au 6e, 7e siècle à Constantinople. Alors, à part cela, et c'est justement la question à laquelle Claire nous amenait, c'est-à-dire, il faut vraiment avoir un regard pour, déjà pour ce qu'on appelle la périphérie de l'Empire, et ne pas avoir un point de regard qui est toujours dans la capitale, Constantinople. Et il faut donc voir ce qui s'est passé auprès d'autres communautés dans les zones périphériques de l'Empire, et je vais vous présenter une diapositive, on ne va pas la lire, je vous le résume. C'est-à-dire, il y a un grand spécialiste de la culture grecque, de sa réception, Paul Lemerle, qui constate que dans le monde grec, à Constantinople, au 6e, 7e siècle, il n'y avait pas beaucoup de livres grecs. Et donc il dit, ça a été un véritable naufrage de l'ensemble de la production des ateliers des copistes. Tout a failli périr. Le fait qu'il n'y avait pas de copies des textes philosophiques, entre autres, ou des classiques grecs à Constantinople, grand malheur, naufrage, tout a failli périr. Et puis il dit, et normalement on appelle ces siècles les siècles obscurs, voilà, déclin de la culture grecque dans la capitale. Et puis, il ajoute, il y a quand même un moment, à une autre époque, ce qu'il appelle, lui et d'autres ont appelé la Renaissance, au 9e siècle, c'est là qu'à Constantinople, on voit apparaître de nouveau des collections, des manuscrits avec des textes philosophiques. Et là, il parle, du sauvetage. Mais le point de vue, vous le voyez bien, c'est vraiment orienté du côté de Byzance. Tout a failli périr au moment où à Byzance on ne copiait plus, et puis, ils ont fait quoi les Syriaques et les Arméniens? Ils ont trouvé ces textes grecs, ils les ont traduits, donc déjà ça, eux aussi ont contribué au fait que tout n'a pas failli périr, donc déjà ça c'est important. Et puis, donc voilà, moi on parle beaucoup de provincialiser l'Europe à propos de l'histoire contemporaine, mais je trouve qu'on peut aussi provincialiser Byzance, les spécialistes de Byzance me diront ce qu'ils pensent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir toujours le point, le regard, la capitale. On n'avait pas de textes grecs, tout à fait péri, naufrage, mais plus tard, toujours dans la capitale, les manuscrits
avec des textes philosophiques apparaissent. Non, il y a quelque chose qui se passe justement dans des ères qui n'ont rien à voir avec la capitale, avec Byzance, des ères qui ont été très, très actives et qui ont permis donc de sauver pour continuer d'utiliser les termes de ce polémique. Voilà. Le sauvetage a eu lieu à Constantinople. Bon, il a eu lieu aussi ailleurs. Alors là, il faut résumer, parce qu'il est tout le tard. Donc je ne veux plus suivre. Vous avez encore un peu de patience? Mais oui. On C'est n'ose pas dire non. religieusement. On n'ose pas dire non. C'est religieusement, c'est passionnant. Ah oui, là. Bon, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, vraiment, j'aime toujours montrer comment l'histoire des études se fait. Il y a non seulement la rencontre des Arméniens avec les textes grecs de l'école d'Alexandrie, mais il y a aussi des rencontres aujourd'hui entre les spécialistes. Les œuvres philosophiques, Aristote, les commentaires à Aristote, ont été étudiés, surtout en Arménie. Il y a des travaux très importants, mais au fond, la comparaison avec vraiment l'original grec et le point de vue des spécialistes de l'histoire de la philosophie grecque, ben, ça manquait encore. Et pour le dire encore, vu que vous m'écoutez religieusement, ben alors je vais le dire, il y a parfois dans l'histoire des études arméniennes, on fait des victimismes, les autres ne nous écoutent pas, regardez, les textes arméniens sont si importants et personne ne s'aperçoit. Bon, des fois, il faut aussi dire peut-être, il faut savoir, faire connaître tout simplement, c'est pas simplement faire connaître, donc c'est patrimoine, et puis inviter d'autres spécialistes à collaborer. Alors là, c'est une chose que j'avais fait, c'est une vieille histoire désormais, dans 2007, quelque chose comme ça, bref, donc j'ai approché Jonathan Bass, qui est professeur d'histoire de la philosophie, le grand spécialiste d'Aristote, il était à Genève, quelle chance. Et puis, en complément, on ne pourrait pas travailler, enfin former des équipes pour travailler avec les doubles regards, donc des spécialistes, entre autres d'Arménie, moi-même, qui connaissent le grec et l'arménien, oui d'accord, mais la philosophie c'est encore autre chose, et puis des spécialistes qui ne connaissent pas l'arménien. Et bref, ça a été vraiment très fructueux. Non seulement il a dit oui, donc voilà, le victimisme, non, il faut le laisser tomber et être peut-être un peu plus osé. Et puis, ça a été donc l'origine même de la création d'une sub-série de philosophie antique. Et là encore, vous voyez toujours mon envie de faire sortir les études arméniennes un petit peu du cadre des études arméniennes. Enfin, il faut qu'il y ait ce cadre arménien, mais parfois, il faut contribuer à le faire sortir. Alors, les 3 premiers volumes, attendons le 4e et aussi le 5e, c'est une mini-série. Mais je voudrais mentionner ça aussi. Alors, il y a eu l'époque où les spécialistes de philosophie grecque ne s'intéressent pas au victimisme. Après, il y a eu l'époque de les collaborations commencent, donc on tombe à la porte des spécialistes d'histoire philosophique. Mais il y a quelque chose aussi maintenant qui va dans la direction opposée. C'est-à-dire que l'année passée, à Rennes, une spécialiste de l'histoire de la philosophie antique, qui a connu donc tous les textes qu'on a publiés, non seulement là, mais aussi dans d'autres publications, à Nocelle, qui a toqué la porte de cette monologue magnifique. Donc, elle s'est adressée à tous ceux qui ont commencé à étudier ces œuvres d'Aristote, des commentaires d'Aristote, pour qu'on collabore encore une fois. Donc, c'était un colloque interdisciplinaire. Et d'autres collaborations, voilà, vont sans doute continuer dans les années à venir. Donc, cela, vraiment, c'est aussi pour comprendre comment c'est fait l'histoire de nos études. Donc, elle est faite aussi des rencontres qui peuvent permettre des développements intéressants. Bon, continuons. Je vais vous dire une dernière chose. Et là, je ne vais pas suivre le PowerPoint. Qu'en est-il? Et il y en a des diapositives, mais j'ai toujours la peine de les supprimer. Mais la chose fondamentale que je veux vous dire est l'autre. Qu'en est-il de ces textes arméniens, on a dit, qui ont été traduits, donc œuvres d'Aristote, commentaires d'Aristote, traduits en arménien? Que sont-ils devenus? On a déjà évoqué leur utilisation dans les programmes d'études, surtout dans les écoles médiévales, donc dans les monastères. Voilà, il fallait étudier cela. Et en continuant mon enquête, donc, j'ai lu le texte d'un certain Arakel de Tabriz, ou Tabriz-Yatzil, donc un historien du XVIIe siècle. Et cet Arakel, donc il parle des déportations, déplacements forcés de la population arménienne, de l'ancienne Julfa, la nouvelle Julfa, et il parle aussi
d'une période de déclin de la culture arménienne, due aux invasions étrangères. À un certain moment, il dit qu'il y a eu ce déclin, mais il y a eu aussi un renouveau. Et il souligne l'importance d'une personnalité, donc contemporaine, un certain Basile Gavaratsi. Ce Basile Gavaratsi, donc c'était un moine qui avait compris qu'à cause justement de tout ce bouleversement, je le dis rapidement, donc les Arméniens avaient subi, il y avait un déclin culturel, et surtout qu'on ne comprenait plus trop bien ni Aristote, ni Porphyre, ni David l'Invincible, donc ses commentaires. Et il décide qu'il doit faire quelque chose, et l'expression arménienne est pour le bien de la nation, et c'est vraiment Ask. Et qu'est-ce qu'il fait pour le bien de la nation? Il commence à relire Aristote, Porphyre, et il a quelques difficultés, parce que justement, il y a eu une période de déclin culturel, peu importe, l'Esprit Saint l'a aidé. Cela montre qu'Aristote n'était surtout pas en contradiction avec le christianisme. Donc l'Esprit Saint l'aide parce qu'il comprend qu'il y avait des enjeux non seulement intellectuels, mais qu'il fallait justement faire ça pour le bien de la nation. Et à la fin, quand il se sent prêt, il ouvre son école. Il ouvre son école, c'est-à-dire il ouvre son école à l'intérieur du monastère, il commence à enseigner ces textes. Et à la fin, ça c'est toujours le récit de l'historien. L'historien nous dit, à l'heure de la fin de sa vie, après avoir formé plusieurs étudiants de philosophie, donc plutôt philosophes, spécialistes de philosophie, il leur laisse un testament, un testament, c'est-à-dire vous devez continuer de lire ces textes et vous devez aussi les transmettre à vos élèves. Donc il y a justement une perspective future d'une transmission du savoir. Ça aussi, ça fait partie de pour le bien de la nation. Et donc il faut lire Porphyre, Aristote, David, les commentaires à la logique, voilà, pour sauver la nation, pour le bien de la nation. Et il y a une autre chose, et je m'approche vraiment de la fin, je vous assure, donc il y a une autre chose. Arakel, l'historien, là je m'intéresse non seulement donc à ce que ce Basile a fait, mais surtout à la manière dont l'historien nous présente ces moments de la culture arménienne, des circonstances qui l'ont permis, c'est-à-dire Arakel nous dit qu'il y a eu vraiment une continuité du savoir arménien qui a fini, alors là aussi se perd, si Basile Gavaratsi n'avait pas donné une nouvelle vie, et il commence à citer tous les anciens commentateurs, tous les anciens maîtres, c'est-à-dire tous les anciens moines, comme Grigore, Tatevatsi et d'autres, et il les montre vraiment comme une sorte de descendance, filiation, comme s'il y avait un arbre généalogique. C'est-à-dire qu'il veut donner l'idée, c'est ça l'idée qu'il veut transmettre. Il y a eu une forme de savoir dont l'origine grecque est bien évidente, personne n'a nié cela, donc on se souvient de ça, une forme de savoir qui a été transmise de façon ininterrompue jusqu'au XXe siècle, et là, il faut continuer de le transmettre. Elle va plus loin, il parle donc des centres où les élèves de Basile Gavaratsi, d'autres encore, ont été actifs. Il nous parle de Echmadzin, il nous parle de la Nouvelle Julfa, Ispahan, et il parle aussi d'autres monastères qui se trouvent plutôt du côté de l'Empire ottoman. Et ce qui est intéressant, et qui m'a frappé, que je trouve vraiment très intéressant, il ne mentionne pas du tout les frontières politiques. C'est-à-dire, il est bien conscient de cela, comme l'historien qui connaît bien toute cette... Mais il veut souligner justement qu'il y a une forme de continuité de l'identité culturelle arménienne qui va au-delà des frontières. C'est-à-dire qu'il y a tout un savoir qui a été transmis dans plusieurs monastères au fil des siècles. Et c'est ça qui constitue un élément de union. C'est ça que l'historien a en tête quand il parle pour le bien de la nation. Il ne fallait surtout pas que ce savoir se perde. Et donc, il y avait un patrimoine grec dont les origines, je le souligne, sont connues en tant que telles. Donc, il y a un patrimoine grec, mais le considère désormais, en tout cas au XVIIe siècle, comme un patrimoine qui est devenu arménien, à tel point qu'il doit être préservé pour le bien de la nation. Et je pourrais m'arrêter là, mais je ne le fais pas, désolé, il faut que j'arrive. Je saute tout ce que les guitaristes ont fait, ils le croyaient aussi, pour le bien de la nation, il faut retrouver le chef-d'œuvre du passé et toutes ces traductions ont été bien étudiées.
Mais si je vous fais le nom de Rafi, alors là, ce n'est ni un historien de la philosophie, ni un philologue, ni un guitariste. Rafi est voilà, une des grandes figures de la littérature arménienne orientale. Il a écrit beaucoup de romans longs. Il a écrit romans, enfin, un texte beaucoup plus bref, Barouil Haïkaz. En fait, ce Barouil, l'arménien, on comprend qu'il parle de ce Provérésios, vous vous souvenez encore de ce Provérésios, au début de cette présentation, donc de cet élève arménien qui était allé étudier à Athènes la rhétorique et puis il était devenu professeur. Eh bien, Rafi parle de Provérésios, et non seulement de lui, il mentionne tous les Arméniens qui étaient sortis de leur patrie, c'est le mot que l'auteur du XIXe siècle utilise, pour aller étudier dans les écoles grecques. Alexandrie est un peu oubliée. Il y a Athènes partout, bon, elle était plus connue. Et il dit aussi que ces étudiants, ces jeunes Arméniens, ils étaient partis parce qu'ils voulaient justement acquérir les notions, les armes spirituelles, intellectuelles nécessaires pour revenir dans la patrie. Alors, Rafi parle d'un moment de difficultés que l'Arménie connaît au 5e siècle, et j'imagine que tout cela a lieu au 5e siècle. C'est le moment où l'Arménie perd son indépendance, son intégrité territoriale. Alors ces jeunes qui étaient partis à l'étranger comprennent que c'est le moment de revenir. Et parmi les derniers mots de Rafi, il y a le fait qu'ils avaient fait ses vœux, ils devaient partir pour revenir en Arménie. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en Arménie? Ils vont lousavorel, donc apporter des lumières, mais ces lumières sont celles du bagage qu'ils avaient obtenu en milieu grec, et grâce à ça, ils vont aussi, perkel, sauver, perkel, lousavorel, avec le savoir grec, et perkel, sauver, la patrie arménienne. Et il parle de tout ça à propos du 5e siècle, mais bien entendu, on connaît toutes les œuvres de Rafi, donc il a en tête aussi la situation de l'Arménie au 19e siècle. Voilà, une des formes de réception du savoir grec dans l'imaginaire arménien. Ce qui manque, c'est des collaborations pour comprendre, pour mieux comprendre encore tous ces textes arméniens et surtout creuser toute la période médiévale. Fini de parler. Merci beaucoup. On a encore des questions. C'est la salle des questions. Moi j'en ai, mais je vais. J'ai déjà participé. Je voulais savoir si on a une idée sur la diffusion. Quand on fait une traduction et sur la diffusion, donc combien de monastères, par exemple, c'est diffusé? On a combien d'exemples sur l'Arménie? Est-ce qu'on a une idée ou non? Pas trop pour le moment des traductions. Après, on a commencé à étudier, mais il faut le faire davantage pour voir dans les bibliothèques médiévales. Par exemple, quel livre, on le trouve une copie dans quel monastère? Enfin, là, sur l'art géographique, comment ça se... Parce que là, on a toujours en tête, comme je ne sais pas, comme aujourd'hui, on va aller acheter à la FNAC une traduction. C'est pas ça. Enfin, comment ça se... Ah oui, c'est une très très belle question. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qui se pose aussi en général sur comment ça marchait cette communication entre... Et aussi, par exemple, quand on fait une traduction, est-ce qu'on a des copies, toujours la même traduction ou différentes versions? Est-ce qu'on le sait ou non? Donc il faudrait étudier davantage, comparer les manuscrits. Non seulement... Est-ce que c'est la copie de la première traduction ou on fait une autre version? Est-ce qu'on a... Ça veut dire qu'on avait un exemplaire, enfin l'origine. Oui, Dans le monastère, on a recommencé. Enfin, oui, non, c'est sûr. Il y a plein de questions. Non, il y a plein de questions. Je pense que, disons, ce qu'on a pu établir jusqu'à maintenant, mais il faut vraiment creuser, c'est que les grands ouvrages traduits, on n'a pas, en découvrant de nouveaux manuscrits, on n'a pas vu des gros changements. Ce qui a changé, ce sont les commentaires de ces textes. Alors là, il y a des choses différentes. C'est encore autre chose, ça démontre des approches différentes. Ce qu'on peut voir, c'est que dans les manuscrits, toutes ces œuvres philosophiques sont normalement regroupées. Donc ça veut dire qu'on savait qu'il fallait les garder ensemble, que c'était quelque chose qui devait être très souvent, et pas toujours. Mais,
l'un des problèmes aussi, c'est que beaucoup de copies ou manuscrits originaux ont été détruits au fil des siècles, soit par les guerres, soit par déjà si on moment du génocide avec la destruction des monastères. Donc on n'a même pas une idée de combien de copies existaient de tel ou tel texte. Donc on peut travailler sur les vestiges. Oui, les vestiges. Et puis alors, une chose qui vraiment fait la différence entre le monde syriaque et le monde arménien, on a le manuscrit syriaque qui était arménien. Donc, pour l'Arménie, le manuscrit ancien, on ne peut pas dire qu'on a le manuscrit vraiment avec le texte de la traduction, le premier jet, ça c'est impossible. Si les œuvres ont été traduites au 7e siècle, on a... Non, pour l'arménien. Pour l'arménien, il faut attendre les manuscrits médiévaux. Et donc, il y a eu copies, des copies, des copies. Et pour le syriaque, en fait, c'est une autre situation. Et est-ce qu'il y a eu une transformation avec l'imprimé? Est-ce que l'imprimé a pris s'est intéressé particulièrement ou pas aux traductions du grec? Parce que ça pourrait donner aussi, à partir du XVIe siècle, en fait. Oui, tout à fait. Est-ce que ça donne une idée de ce qui était en vogue ou pas en vogue? Absolument. Donc, il y avait un côté positif. Donc, effectivement, cette question, c'est pas par hasard qu'Arakel de Tabriz, au XVIIe siècle, il s'intéresse à ce type de transmission du savoir. Parce qu'à la même époque, ou quelques années plus tard, disons plutôt au début du XVIIIe siècle, on a les premières éditions des œuvres de David, des œuvres d'Aristote, et on les a entre Madras, Constantinople, et puis un peu plus loin. Donc, Venise, par exemple, quels sont les premiers textes, qui ont utilisé ça, notamment Raymond avait bien utilisé, mais quels sont les premiers imprimés? Est-ce qu'on imprime plutôt des traductions, ou plutôt des textes arméniens, ou plutôt autre chose que le grec d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des traductions du grec? Oui, bien sûr, oui. Les méquitaristes, en fait, ils ont une double approche. Ils ont une approche Ils voulaient retrouver aussi le bagage culturel, l'héritage, disons, c'est plutôt en anglais, l'héritage, ce que les Arméniens avaient développé. Et donc, ils s'intéressent en grande partie non seulement aux traductions arméniennes. Et là, il y a quelque chose aussi qu'on peut commenter, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à cela, ils commencent à intérioriser tout un regard qui venait de l'Occident. C'est-à-dire qu'à la même époque, en Europe, il y avait un intérêt pour les Arméniens, avant post-défilisation en Orient, mais ce qu'on retrouve aussi à des époques plus récentes, mais surtout parce que les Arméniens ont traduit ces textes qui font partie aussi de notre bagage culturel. Et donc voilà, il faut être reconnaissant. Il y a un intérêt pour les Arméniens en tant que passeurs d'une culture qui leur venait d'ailleurs. Et les méquitaristes, toute leur entreprise a été étudiée. Donc ils ont vraiment publié en grande partie des textes et des traductions, et ils ont voulu faire savoir aux Européens tout ce qui existait en traduction arménienne. C'est pas par hasard qu'il y a un répertoire qui est écrit en italien. C'est l'imaginaire alors, justement. Disons, c'est l'imaginaire, c'est essayer de trouver les lettres de noblesse, en quoi, les éléments valorisants. Et on voulait montrer aux Européens que justement il y avait ces bagages communs, ces œuvres philosophiques grecques. C'est intéressant, un brevet de respectabilité, mais il y a aussi des biais de l'autre côté. C'est-à-dire dans le biais occidental, on s'intéresse aux Arméniens que pour autant, par exemple, on a transmis les textes des pères de l'Église, tout ça. Il y a aussi la vision impériale versus vision nationale. Et donc, c'est pour ça qu'on va s'intéresser aussi aux traducteurs et aux copistes, et notamment quand on parle aujourd'hui de la transmission du savoir arabe en grec, les arabes, etc., qui étaient les traducteurs? Ce n'étaient pas les... Je suis désolée de le dire de façon un peu... Ce n'étaient pas les bergers, etc. C'était des lettrés qui savaient le grec ou l'arménien ou d'autres langues et qui pouvaient traduire. Donc c'était... les passeurs, en fait, étaient aussi des... Enfin, voilà, ça s'est fait dans les deux sens. C'est souvent cette interaction qu'on oublie. Par exemple, quand on avait fait cette exposition, il y a très longtemps, on avait allé de l'Arménie, il y a près de 20 ans maintenant, notamment Augustin sur les petites Arménies d'Europe et Méditerranée, on n'a pas pu les exposer finalement, on l'avait mis dans le catalogue. On avait des objets d'Urartu dans des tombes étrusques, qui sont dans les musées italiens. Donc il y avait des échanges aussi dans ce sens-là, et donc c'est des objets qui viennent de cette ère, on ne peut pas dire que c'est arménien au sens
postérieur, mais néanmoins les échanges se faisaient dans d'autres sens. Et si c'était dans les tombes, ça veut dire qu'ils avaient de la valeur, qu'ils étaient intéressants. Donc, enfin, je veux dire, le changement de perspective, il varie suivant les époques. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je disais la cartographie ou les traductions ou des lieux où on trouve suivant le moment. Parce qu'il y a des moments où Byzance est en poupe, mais il y a des moments où Byzance est en déclin aussi. Et puis bon, voilà, Constantinople a été aussi brûlé par les croisades, par les croisés, donc on peut supposer qu'il y a des tas de choses qui ont disparu aussi. Enfin, tu vois, il y a des biais de période qui, à mon avis, enfin, on peut influencer aussi sur le désir pas de traduire telle ou telle chose. Puis, comme tu disais, de l'autre côté, on oublie les apports de la périphérie. Oui, voilà, ça c'est. Donc il faut vraiment avoir un regard. Là oui, le cerveau, peut-être qu'on n'est pas compte, enfin, c'est vraiment sa perspective d'ensemble. Et dans le monde, parce qu'en dehors du monde syriaque, dans le monde perse, qu'est-ce qu'on a justement le monde syrien. On compare uniquement aux traductions. Non, mais, on peut. Non, mais dans le monde perse, justement, est-ce que dans le monde perse, qui est hégémonique à l'Est aussi, qu'est-ce qu'il y a d'intérêt pour la culture grecque, la philosophie grecque ou inversement? Ou est-ce que l'histoire des panthéons différents font qu'on ne s'y intéresse pas du tout, au contraire qu'il y a un intérêt? Enfin, est-ce que dans le monde persan, est-ce qu'on s'est intéressé à certains moments davantage ou moins à la culture grecque? Là, en tout cas, voilà, c'est ces chats, ce persan qui a accueilli ces philosophes grecs dans ce qui est en particulier. Après, la transmission, disons, dans cette ère, s'est faite plutôt en arabe. Plus tard. Donc là, on sait, disons, le fait qu'il y a beaucoup de textes qui ont été traduits du syriaque à l'arabe ou directement du grec à l'arabe. Et là, c'était une autre filiation aussi, enfin une autre forme de diffusion qui est plus connue. Ça, c'est beaucoup plus connu, mais voilà, il faudrait avoir en tête aussi. Mais par exemple, pour d'autres langues, je ne sais pas, germanique ou slave, est-ce que les traductions sont plus... on en a plus qu'en arménien, par exemple? C'est pas des langues... Les Arméniens ont toujours aimé traduire, et donc je pense qu'ils ont vraiment énormément traduit depuis les débuts de leur histoire. Des textes grecs, oui, mais encore ils ont été rétraduits, par exemple, par les mékitaristes. Donc, c'est un texte grec, ceux qui n'ont pas même Homère. Donc il y a toujours cet intérêt pour la culture grecque, mais qui est un Europe quand même. Mais pour les toutes premières traductions, je ne sais pas, les mathématiques, même, ils ont créé les termes, non? Ces traducteurs, oui. Parce qu'il n'y avait pas, non, avant. Oui. Ça, c'est vraiment un aspect dans d'autres, je ne sais pas, dans les sciences, l'astronomie, donc c'est ça que justement, vraiment, merci de poser cette question, c'est vraiment l'effort des traducteurs. Il n'y a pas que la traduction, ils ont dû créer les mots. Absolument. Et moi, juste pour répondre sur cela, je parle toujours de ces traducteurs arméniens comme des pionniers, surtout dans le cas de ceux qui ont traduit les textes de philosophie. Alors d'un côté, il faut voir une tradition grecque, sur des siècles, qui était devenue aussi pour certains aspects même figés, on ne pouvait pas trop changer. Et de l'autre côté, on a des traducteurs qui sont en train de traduire pour offrir à un autre public des textes qui devaient commencer une nouvelle vie. Et je me suis posé la question, donc ils étaient pionniers en Arménie. Mais en même temps, je les appelle comme ça. Voilà, ma formule, j'ai décidé, c'est des pionniers avisés. C'est-à-dire que parfois, on voit qu'ils ont coupé du grec. Ils n'ont pas tout traduit. Et à chaque fois, il faut se poser la question, cas après cas, pourquoi ce passage n'a pas été traduit? Et après, il faut réfléchir, essayer de comprendre les raisons. Il y a un passage donc, de ces œuvres qui a été vraiment un long passage, qui a été coupé. Et si on l'examine, c'est un passage qu'on voit qu'il posait problème à l'intérieur de l'histoire de la philosophie grecque. C'était un passage sur l'éternité du ciel, sur des questions très complexes. Et déjà, il y avait des philosophes grecs qui n'étaient pas d'accord. Alors là, moi je me dis, mais le traducteur arménien, il voit que c'est justement quelque chose de controversé. Il a supprimé, de toute façon, le texte coulait quand même, et il a supprimé un passage, mais je pense que ce n'est pas parce qu'il le trouvait difficile, je pense qu'il ne voulait pas donc, donner un texte d'études arménien en laissant des parties qui déjà faisaient problème dans le monde grec. Donc, je pense que ça peut être une des raisons
pour lesquels il a supprimé ce passage. Ça, c'est vraiment, il a été supprimé. Et puis, il y a d'autres aspects. Et est-ce que justement, il y avait une transparence pour expliquer comment comprendre les nouveaux mots, ou il les mettait juste comme ça et les gens, les lecteurs devaient comprendre eux-mêmes? Ça devait être déduit? Oui, Est-ce qu'il y a un lexique dans les copies? Non. Mais nous, on fait des lexiques. Oui, je sais, mais je veux dire, non, mais dans les colophones, Non, est-ce qu'il y a justement. il y a pas Non, de... donc il n'y a pas d'explication. Mais il y a d'autres manières d'expliquer. Parce que, alors, effectivement, tout ce répertoire technique, il est resté encore de nos jours. Dramaturgie, vous l'utilisez, et pour ceux qui connaissent l'arménien, ça vient de cette époque de traduction, d'arpégiature, il y a plein de mots. Mais alors, comment faire? Effectivement, il y a des tas de termes, mais vraiment techniques pour parler des syllogismes philiciens grecs. Ben oui, il fallait beaucoup plus. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont effectivement créé, des néologismes. Mais comment les faire passer? Et là, je viens à votre question. Parfois, ils les font suivre, alors ce n'est pas des notes en marge, mais ils les font suivre d'un autre mot qui fait partie du bagage lexical classique arménien pour expliquer. Et il y a même des ruses sympathiques, par exemple, à un certain moment, il y avait un des exemples que les philosophes grecs de cette époque utilisaient tout le temps, c'était l'exemple d'un être à moitié bouc, à moitié cerf. La France, c'est un mot grec composé, et celui-là aussi. Et puis, donc, dans toute cette littérature néoplatonicienne, on discute sur le fait de l'existence, il y a différents degrés d'existence, l'existence des être admise par tous, existence seulement du nom qui indique une chose mais qui n'est en fait pas existant. Donc c'est des choses, des disquisitions très précises. Et à un certain moment, il y a l'exemple du cerf. Il y a le nom, bien sûr. Tout le monde peut dire, ah voilà, j'ai vu un traguer la fosse. Le nom, je peux l'utiliser, mais le traguer la fosse n'existe pas. Et quand on voulait expliquer ce concept de quelque chose pour lequel on a un nom, mais pas quelque chose qui n'a pas d'existence, c'est traguer la fosse. Alors, qu'est-ce qu'il a fait l'arménien? Parce qu'il avait de fait traduire ce mot. Alors, traduit par cerf-bouc, ça voudrait dire être fidèle au texte. Il l'a fait. Donc, il a créé là aussi un nom composé, tout va bien. L'arménien, il y a bien un cerf et bouc, il les a mis ensemble. Mais après, il a fait une opération qui n'est pas celle-là une explication de glose lexicale. C'est beaucoup plus subtil. Donc, il y a le mot, néologisme arménien, et puis aralaise. Voilà les Arméniens. Vous voyez, encore aujourd'hui, ceux qui maîtrisent, ce n'est pas l'arménien, vous maîtrisez Ce volume. Ce volume. Les aralaises sont restés dans l'imaginaire arménien. Charnour, qui est un écrivain que vous connaissez sans doute, il a écrit sur la trahison des aralaises, donc c'est le titre qu'il a donné en école. Donc ces aralaises étaient vraiment des personnages de la mythologie arménienne, dans lesquels les Arméniens ont dû croire à une certaine époque, donc ils pensaient que c'était des démons bienfaisants qui allaient et faisaient ressusciter des guerriers qui étaient morts, des catchs, des vaillants guerriers qui étaient morts sur le champ de bataille. Et cette croyance d'aller à l'aise a dû continuer, parce que, je ne sais pas, mais il y a au moins 3 historiens du 5e siècle, un autre Pastos, donc Fausse de Byzance, et puis encore un théologien yeznik, Moïse le Krolen, on ne sait pas s'il est du 5e ou 8e. Bon, bref, les théologiens et les historiens arméniens ont inventé toute une série d'épisodes magnifiques, mais là je vais vous laisser rentrer et dîner, mais des épisodes magnifiques pour démontrer que les aralaises n'existent pas. Donc vraiment, il faut que vous compreniez qu'ils n'existent pas. Il y a le théologien en particulier qui donne une explication qui tient de la philosophie, et donc lui aussi dit c'est des mots qui sont entrés dans l'imaginaire, dans le vocabulaire arménien, dans l'imaginaire, mais en fait c'est des fantaisies de vieilles dames qui ont commencé par les laisser aralaises, qui dit comme ça, mais en fait les aralaises n'existent pas. Et les traducteurs, donc, d'un côté, il traduit le cerveau par un néologisme, puis il ajoute aralaise, parce que ça devait être clair. On a ce nom, mais c'est vraiment des êtres qui n'existent pas. Et donc, en plus, ils participent de la même intention. Donc, voilà, c'est les stratégies de traduction. Mais effectivement, il faudrait maintenant s'interroger sur les aspects du vocabulaire et vraiment les aspects de la réception.
parce que les traductions sont importantes pour retrouver le texte grec, ça on le sait, mais les traducteurs, ils n'ont pas traduit pour donner aux philologues des textes qui peuvent être utiles dans l'écriture grec. Même si nous aussi, les philologues, combien de gens vous savez, l'arménien est intéressant parce que, et oui, c'est vrai, mais ce n'est pas la seule raison qui justifie le fait de s'approcher. Donc voilà, comprendre comment ils ont traduit la technique. Mais moi j'ai d'autres questions. Oui, j'ai une question plutôt géographique. On a l'impression, en lisant le livre, mais en lisant sans l'avoir relu, qu'il y a beaucoup plus de monastères, de centres de traduction dans l'Arménie, disons, du nord-est, que dans l'Arménie de l'ouest, du sud-ouest. Alors d'abord, première question, est-ce que c'est vrai? Et deuxième question, d'où ça vient? Est-ce que déjà à l'époque, il y avait une densité moindre de population ou de principauté, je ne sais pas, arménienne, ou est-ce que c'est lié à l'essor de la recherche en philologie qui a commencé peut-être avec les Russes au début du XXe siècle, et où donc on n'a pas eu le temps, entre ça et le génocide, de trouver beaucoup de centres, de monuments de ce type-là dans l'Arménie turque. L'Arménie turque. Alors, moi j'ai une question qui va dans ce sens. Qui va dans ce sens, mais c'est autre chose. C'est est-ce qu'il y a un lien avec aussi, en dehors de, bien sûr, Constantinople, Athènes et François, mais il y a quand même aussi beaucoup de Grecs dans les provinces de l'Est. Et notamment dans ce que tu disais autour de Trébizon, et donc, ou à même à Diyarbakir, etc. Donc, est-ce qu'il y a aussi des liens avec la densité de la présence grecque à tel ou tel endroit, qui pourrait aussi expliquer que parfois les traducteurs peuvent aussi être d'origine grecque, mais sachant l'arménien, enfin, ça va un petit peu dans ce sens, enfin, pas tout à fait, mais dans le nord-est, c'est aussi toute la zone de Trébizon, enfin, toute la zone pontique est une zone grecque. Jusqu'au début du XVIIIe siècle, c'est... jusqu'au XVIIIe siècle, l'Empire ottoman c'est à 40% chrétien, et la zone de Trébizon est particulièrement grecque avant les échanges de population ultérieures. Et donc, est-ce qu'il y a un lien avec ça? Disons qu'on ne connaît pas, disons, des traductions récentes qui pourraient être liées. Voilà, non, mais moi je pensais à l'époque ancienne. À l'époque ancienne. Parce que par exemple, l'Empire de Trébizon, on parle de Constantinople, il y a l'Empire de Trébizon, où il y a aussi dans lequel il y a des Arméniens. Disons qu'on peut restituer ce temps de l'histoire à travers les manuscrits qu'on a à disposition. Et c'est vrai qu'on a beaucoup plus de collections, par exemple des textes philosophiques, qui sont liés au monastère de Tatève, qui est hérité des glaçons. Mais, donc, le même Arakel, il mentionne l'hymne. Donc là, on est vraiment ce qu'on appelle aussi l'Arménie turque. Et donc, il mentionne aussi des centres, c'est pour ça que je disais, il y a vraiment des monastères qui sont, qu'on appelle aujourd'hui l'Arménie turque, comme des centres qui étaient en communication avec les monastères, plutôt, voilà, qui se trouvent actuellement dans le sud de l'Arménie actuelle. Donc, alors, il y avait des frontières politiques. Alors, il y a le travail donc, de cet historien qui les efface pour montrer qu'il y a un patrimoine commun. Et indirectement, il nous donne des informations sur les études qui étaient faites justement aussi dans ces monastères. Et il est vrai qu'on a beaucoup moins d'informations, sans doute liées aussi à la description des manuscrits qui a été desservés. Voilà. Pour revenir à la population, là, par exemple, Kaffa, le centre de Kaffa, c'est avant d'être tatar de Crimée, russe ou ukrainien, c'était quand même un tout petit peu grec. Avant que Catherine II les porte vers Mariupol. Donc c'était, là aussi, il y a une présence grecque locale qui fait que les Arméniens sont aussi dans ce bain-là. Puis je me pose la question aussi de savoir quel grec ils savaient aussi, parce que suivant les époques, c'est pas le même grec, c'est pas le même arménien. Et donc est-ce que c'est des traductions, enfin voilà, est-ce qu'on, à un moment donné, ils ne comprennent plus, mais c'est parce que les gens ne parlent plus la langue, même l'arménien, ils parlent l'arménien moyen, ou enfin, donc je veux dire, est-ce que c'est aussi... Ce que je peux dire, c'est que, alors là, ce qu'on a, donc, ce sont les textes traduits de l'Antiquité tardive qui ont été recopiés, édités, sans changement de la langue. Donc c'est clair que c'était un patrimoine qui s'adressait à des élites, ceux qui continuaient à lire l'arménien ancien, l'arménien classique, et ça on le sait. Classique. Oui, classique, un peu élégisant, mais enfin, quand même, voilà, c'est ceux qui viennent de l'époque ancienne. Mais par exemple, les traducteurs du XXe siècle qui ont traduit, je ne sais pas moi, Aristote, est-ce qu'ils se sont inspirés de ces traductions ou ils ont traduit eux-mêmes directement du texte grec?
Et j'irai bientôt en Arménie. Non, mais c'était pas parce que je ne sais pas répondre à cette question, justement. Ça m'intéresse d'être en contact avec. Je ne sais pas si vous avez eu plus d'informations. De quelle manière vous avez été traduits encore Aristote, parce que tout ce sont je pense que Aujourd'hui, par exemple, en Grèce, non, mais à la on n'étudiera pas est-ce qu'on étudiera le Platon dans le texte d'origine ou dans le texte tu vois, c'est... Oui. Moi, je l'ai fait du grec. On faisait du grec antique. Est-ce qu'on l'enseignera à partir du texte antique aujourd'hui, en cours de philo, en Grèce, ou est-ce qu'on refait une traduction moderne? Moi, je ne sais pas, par exemple, à l'université en Arménie, comment ils apprennent? Il y a bien une traduction. Ils apprennent en grec. Ceux qui connaissent le grec qui l'étudient, il y en a, mais déjà c'était difficile. Ceux qui voulaient, même à l'époque soviétique, ceux qui voulaient apprendre le grec devaient aller à ce qu'on appelait les Leningrad. Donc avoir ce type de formation dans les études classiques, mais il fallait déjà sortir de l'Arménie. Donc pour vous dire que ça aussi a une influence sur la diffusion de ce savoir. Aujourd'hui, c'est surtout au Mathénadaran, je pense qu'on peut dire comme ça. C'est vraiment là qu'il y a les spécialistes qui connaissent très bien le grec, qui sont très souvent passés par les Leningrad, quand ils savaient comme ça, et qui se sont formés dans la littérature orientale. Donc ça reste un travail de spécialistes. Mais j'espère bien qu'il y ait Aristote traduit à Platon, il est en cours de retraduction complète. Je crois qu'il y a Safis Rachel, un ami, Safis Rachel, qui a. Oui, mais c'est une traduction récente, depuis une vingtaine d'années. Ça a commencé. Alors, à l'époque soviétique, je sais qu'il y avait une traduction, mais de quelle source, tout ça, il faudrait demander sur place. Mais Platon est retraduit. Aristote, en revanche, je crois que c'est pas encore. Ça reste encore. Mais là, c'est évidemment pour Platon, ce sont plutôt des philosophes. Parce que c'est après le problème de la traduction de philosophes anciens, c'est est-ce que tu es helléniste ou est-ce que tu es philosophe? Et c'est ça, il faut les deux. Oui, mais Rajel, c'est une traduction à l'arménien oriental. C'est pas du tout une traduction à partir de source grecque. Oui, mais ils ont traduit les quoi? Les traductions orientalistes. C'est traduit du grec en arménien oriental. Par exemple, est-ce qu'en arménien ou de la première traduction? il y a des traductions? Comment? Je dis, est-ce qu'ils partent du grec ou de la première traduction arménienne? Là, je parlais de la version actuelle. Oui, je sais, mais justement, la question est-ce qu'ils partent des anciennes traductions arméniennes ou ils refont une nouvelle traduction à partir du grec original? Si c'est tout Platon, c'est clair qu'on n'avait pas de tout Platon. Si c'est les œuvres de David l'Invincible, là je sais qu'au Mathénadaran, ils avaient traduit en arménien oriental. Je demanderai à mes collègues philosophes, je vais leur écrire là pour voir effectivement sur quoi ils travaillent et quel est le matériel pour les auteurs antiques. Enfin, il y a quand même énormément de lacunes. Les étudiants de philo en Arménie, souvent ils travaillent sur des exemplaires en russe, des traductions russes, encore maintenant, pour beaucoup d'auteurs antiques et même de l'époque moderne, etc. Ah oui, beaucoup. Il n'y avait pas que la philo, même les sciences, c'était des manuels en russe à l'université. On parlait de... Mais je m'en vais demander, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a vraiment beaucoup de pistes à propos des langues et des contacts. Justement, tu parlais de beaucoup de contacts possibles. Moi, une chose que je voudrais que quelqu'un fasse un jour, c'est d'étudier le développement de la logique arménienne en Espagne. Parce que alors là, il y a non seulement des traductions, des textes, des commentaires qui ont été copiés, étudiés, mais là, il y a quelqu'un qui comprend là aussi qu'il y avait un savoir qui était en train de se perdre, et donc il écrit le premier manuel des logiques. C'est-à-dire qu'il voulait là aussi donner vraiment les concepts des bases. Et donc là, justement, on n'est pas ni dans les domaines de la traduction, ni dans les domaines du commentaire en texte traduit. Là, c'est voilà, au fond le premier manuel des logiques écrit en arménien. Mais à cette époque-là, il y avait, on le sait, des écoles de philosophie arabes qui étaient actives. Et je me demande, quand même, ils ont dû collaborer. Quelle époque? Alors, au XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, donc de cette époque-là. Mais un peu personne, enfin je veux personne. Même on retrouve d'ailleurs, c'est le commentaire des premiers analytiques d'Aristote. Il y a même c'est Marwan Rached qui a montré ça,
qu'il y a eu un usage des traductions du commentaire arménien par les Arabes, par les philosophes arabes, par Averroès, je crois. Oui, alors là, ça va. Par Averroès. L'autre question, d'ailleurs, c'était pour... en fait, dans un autre sens, on sait que les Arméniens aussi ont créé beaucoup de dictionnaires ottomans. Enfin, je dirais des grands connaisseurs de l'ottoman. Enfin, et encore aujourd'hui, les meilleurs dictionnaires qui sont utilisés du arménien français sont faits par les Arméniens. Donc, est-ce qu'il y a eu une œuvre de traduction aussi vers l'ottoman de ces philosophes et par qui? Alors ça aurait pu être bien sûr par le grec de Constantinople ou de l'Empire ottoman d'une façon générale, mais est-ce que les Arméniens ont contribué dans l'autre sens aussi à ce travail de transmettre en ottoman J'ai pas les formations. Oui, mais c'est justement, ça fait partie de la question. Il faut poser une les revues régulièrement. Non, parce que justement dans les dictionnaires, je parlais des concepts, etc., il y a eu un grand travail fait de thésaurus, c'est-à-dire de l'indication des lieux où c'est utilisé, enfin des exemples. Et donc, est-ce que dans ces dictionnaires de l'Osman-là, enfin, voilà, est-ce qu'il y a des traces, enfin peut-être des traces aussi de ça? Par rapport à ça a été une... Je ne saurais pas le dire. Je n'ai pas vu, disons, mentionner, mais ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Alors, voilà. Non, mais dans le rôle de passeur, c'est pas exclu. Mais il faudrait mieux connaître, justement, les deux airs. Là, c'est un peu quand même. Il faudrait encourager, justement, les études interdisciplinaires. Interconnectés. Oui, c'est des mots qu'on utilise, mais enfin, à la base, à part un jargon, il y a quand même des idées. Donc, on va mettre en dialogue des disciplines et des spécialistes. Ça, c'est fondamental. Merci. Il y a une question. Si on doit aller... Non, moi, ce que je vois, c'est, comme je disais tout à l'heure, je ne vois pas du tout l'intérêt de traduire pour traduire. Il ne faut pas plaquer nos catégories modernes, traducteurs sur l'Antiquité. Et quand ça s'est produit en philosophie, c'est des philosophes quand même qui traduisent. Si on remonte par exemple à Cicéron, quand il traduit en latin les Grecs, ou même si on parle de Descartes au XVIIe siècle, qui écrit pour la première fois en français alors qu'on écrivait en latin jusque-là, c'est vraiment faire de l'arménien une langue philosophique. C'est montrer, c'est pas juste, on va communiquer la philosophie grecque aux Arméniens, puisque en fait ceux qui sont dans les écoles de philosophie arménienne, dans les monastères, les universités, ils savent tous lire le grec, ils le connaissent, ils l'apprennent, ils l'étudient. Il n'y a aucun intérêt, je veux dire, du point de vue, enfin il n'y a pas d'intérêt commercial évidemment, on ne va pas vendre des livres, voilà. Donc le seul intérêt moi que je vois, c'est comme ce sont des philosophes qui l'ont fait, c'est de faire de l'arménien une langue philosophique. Mais comme dans le cadre de la philosophie, c'est soumise à la théologie. C'est pas la philosophie. Non, parce que c'est Aristote et Platon, il n'y a pas de théologie là, à ce moment-là, c'est le Il n'y Moyen-Âge. a pas de théologie, mais ceux qui décident de traduire, eux, pensent que ça va servir Mais ça, c'est à le la Moyen-Âge. théologie. C'est le Moyen-Âge, c'est pas l'Antiquité tardive. Je pense qu'il y avait vraiment une envie d'introduire un savoir indépendamment des bienfaits qu'ils pouvaient avoir sur ils ont retombé dans la théologie. Et là, par exemple, très souvent, même on est toujours à la recherche, parce que certains philologues, des traces de christianisation des traductions arméniennes. Alors, par exemple, la traduction de ces prologues, enfin, dans des textes de David, ben, il y a des passages, enfin, le passage que j'ai mentionné, sans pouvoir l'expliquer, on pourrait dire qu'il a été supprimé parce qu'il allait contre la doctrine chrétienne. Mais justement, si on lit un petit peu le débat culturel qui entoure les textes grecs, on comprend qu'indépendamment des problèmes que ce passage en question pouvait susciter du côté de la doctrine chrétienne, il y avait vraiment des débats philosophiques, un point c'est tout. Et donc je pense que c'est peut-être fruit de la réception, le fait de... Moi, ce qui quand même me frappe dans les œuvres, j'ai l'impression qu'il y a quand même très peu d'œuvres théologiques arméniennes qui ont marqué... voilà, il n'y a pas vraiment de théologie arménienne. Il n'y a pas vraiment une tradition ni exégétique, ni de textes. On a l'impression que c'est
voilà, Il y a des textes polémiques quand même. il y a quelques textes polémiques, mais c'est ça, siècle. mais contre les Grecs ou contre d'autres choses, mais un peu plus, mais il n'y a pas de, enfin, je sais pas, là c'est les philosophes qui sont là qui pourraient le dire davantage que moi, mais on a une pléthore d'historiens, de chroniques historiques. Non, il n'y a pas de Il n'y a pas de... philosophe, il n'y a pas d'école de philosophie, il n'y a pas de tradition de pensée philosophique. Même de théologie, tout bêtement. Il y a même des théologies. Il y a la littérature spirituelle. C'est la poésie. C'est la théologie. On ne discute pas du sexe des anges dans Marek, du rôle des icônes. Les docteurs de l'Église. Oui, mais il y a des docteurs, mais c'est plutôt des enseignants. C'est pas des créateurs d'idées nouvelles. Mais le savoir philosophique se fait dans les écoles. Il y a quand même des philosophes, c'est juste que l'activité philosophique, c'est le commentaire. Oui. C'est ça qui. C'était ça, faire philosophie égale. À l'époque, c'est ça être un philosophe, c'est commenter des Platon, Aristote. Oui, oui. Il n'y en a pas beaucoup qui laissent des traces, autant que je En sache. arménien, il n'y a pas. Non, mais. Et David, il n'est pas arménien. Il n'est pas arménien. C'est un cas isolé. Oui, dépendamment d'un cas. Au Moyen-Âge, une chose effectivement frappante, c'est que les Syriacs, à la même époque, ils ont traduit et commenté. Voilà, au 7e siècle, on a traduit et commenté. Les Arméniens, ils ont traduit, ça c'est vrai. Et on doit arriver au Moyen-Âge pour voir les premiers commentaires sur les œuvres qui avaient été traduites. Mais là, il s'agit quand même d'un savoir philosophique, fait comme on le faisait à l'époque, donc toujours faire philosophie à travers les commentaires, mais celui-là, il est arménien. Sauf que c'est un patrimoine qui est vraiment inexploré. Ou est-ce qu'il est inexistant parce que... Non, non, il y a des textes, des commentaires, justement, des nouveaux commentaires sur Aristote, des nouveaux commentaires sur Porphyre. Là, c'est une autre manière de penser. Et c'est ce que les autres ont fait au 6e siècle Alexandrie. Ça a été fait beaucoup plus tard. Mais les études vraiment justement, est-ce que ces commentaires, est-ce qu'on a regardé si ces commentaires étaient aussi des traductions de copies grecques plus anciennes, tu vois, ça peut être, on a pu aussi faire, donc, le commentaire peut être aussi une traduction. Toujours possible, mais enfin, oui, mais enfin, quand même, là, c'est ça, le commentaire de David, traduit en arménien, commentaire de França, le texte arménien, tu vois, là aussi, il y a un lemme. Mais David, est-ce qu'il a été commencé en grec? Non, il a été commenté en arménien. Seulement en arménien? Voilà. Il y a tous les commentateurs médiévaux qui ont justement refait ce travail. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on doit attendre. Mais c'est aussi parce qu'ils avaient les commentaires de David qui faisaient déjà office. Ils étaient là et comme les Syriaques, ils n'avaient pas traduit. Et les commentaires de David, ils ont fait leurs propres commentaires, donc c'est votre approche. Et c'est peut-être que David, vraiment, bon, merci beaucoup. On va se retrouver.